Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Akasho. Je suis Alice Cara, auteure, master coach, formatrice et conférencière professionnelle et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce troisième épisode de la saison 3 du Akasho, l'émission qui vous raconte des histoires. Alors avec mes chroniqueurs qui vont arriver dans un tout petit moment, nous allons vous raconter des petites histoires, tantôt fun, tantôt inspirantes, tantôt drôles, tantôt chelou, et toutes ont pour but de vous donner des pistes de réflexion autour d'un thème. Et le thème de l'épisode de ce soir, c'est la tristesse. Alors vous allez vous poser la question, forcément, mais pourquoi un thème négatif, Alice? Voyons donc, on n'a pas assez de trucs négatifs dans la vie de tous les jours? Eh bien justement, parce que en tant que spécialiste de la vulnérabilité, eh bien je trouve qu'il y a beaucoup trop de sujets qui sont encore tabous et dont personne n'ose parler. Et il est grand temps que ça change. Surtout que pour moi, ces sujets ne sont absolument pas négatifs. C'est d'ailleurs peut-être ce que nous allons découvrir ce soir au travers des petites histoires. C'est quoi la tristesse? À quoi peut-elle bien servir? D'où vient-elle? Comment s'en dépêtrer? J'ai hâte d'entendre ce que mes chroniqueurs vous ont préparé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le concours du mot mystère. Je sais que vous appréciez particulièrement ce petit jeu que nous faisons chaque mois et vous en prenez l'habitude. Chaque mois donc, on cache un mot mystère dans les chroniques. Chaque chroniqueur doit le prononcer et au-delà d'être un challenge pour eux, car certains ne sont pas piqués des hannetons, eh bien, c'est pour vous l'occasion de gagner quelque chose. Ce mois-ci, si vous trouvez le mot mystère, je vous permets de gagner un bouquin. Le mien. Il s'appelle M'en fous m'en tape et dedans, vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre imperfection et peut-être même vous rendre compte, grâce à des exercices ludiques, que vous pouvez les transformer en véritables talents. Donc le premier qui trouve le mot mystère de ce soir et le dit en commentaire en dessous de cette vidéo sur YouTube en direct gagne un exemplaire. Le mois dernier, c'est Floby1 Kenobi qui a gagné un programme Buddy Body. Bravo à toi. On ouvre les portes dans 2 semaines et tu recevras tes accès juste avant. Justement, l'épisode du jour est sponsorisé par le programme Buddy Body. Le programme Buddy Body est un programme en ligne de 12 semaines qui permet de faire la paix avec son corps, de se causer meilleur et de se regarder différemment dans le miroir tout en aimant ce qu'on y voit. Mais trêve de blabla, c'est l'heure de mon histoire, mes petits chats. Oh, il faut bien qu'il y en ait une qui bosse quand même, hein. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une meuf qui a refusé qu'on lui interdise d'être triste. D'ailleurs, faites-moi penser la prochaine fois à réfléchir à mon histoire avant de choisir le sujet du mois parce que je me fous chaque fois dans la merde. Je me fais prendre à mon propre jeu et on dirait que je suis sadique avec moi-même en fait. Donc je réfléchirai à ça plus tard, hein. Le premier truc auquel j'ai pensé en réfléchissant à la tristesse et à la mélancolie, c'est le deuil. C'est méga cliché, je sais, m'en fous m'en tape. J'ai vécu 2 deuils importants cette année. Mon chat et ma tante. Alors d'abord mon chat. Car oui, le deuil d'un animal, c'est très douloureux, et si certains ne sont pas d'accord avec ça, vous n'avez qu'à vous barrer. Donc, mon chat. Je revenais d'un déplacement professionnel très intense, et il était resté bien sagement avec ma compagne à la maison. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un petit problème, et un truc qui n'allait pas. Elle l'a amené voir le véto, et après une radio, la mauvaise nouvelle est tombée. Cancer généralisé. Le cancer était là, en plus, depuis un très long moment, mais comme moi, ce chat, c'est un méga warrior du corps. Et du coup, il a rien montré, ce couillon de la lune. On a décidé de le ramener à la maison afin qu'il puisse vivre ses derniers moments avec nous, en famille. Et on a fait venir le véto à la maison quand on a compris que c'était la fin. Le véto est venu, s'est installé, nous a rassurés et c'était supposé prendre quelques minutes pour qu'il soit apaisé. Et finalement, les quelques minutes se sont transformées en 3/4 d'heure. Autant vous dire que c'est une éternité. Le produit avait du mal à se diffuser car le cancer s'était installé partout. C'était un moment horrible. Sandrine était en sanglots. Et moi, rien. Sur le moment, je ne ressentais rien. Que dalle, nada, walou. Et j'ai même essayé de détendre l'atmosphère et le véto qui était super mal à l'aise. J'ai aussi rassuré mon chat qui, bien que shooté, était conscient quasiment tout le long.
Si j'ai pas été triste, c'est à cause d'un traitement médical, un traitement d'antidépresseurs que mon médecin m'avait prescrit en rapport avec la fibromyalgie, en me disant que si je ne les prenais pas, j'allais foutre ma carrière en l'air. Donc, je les ai pris. Ils ont très bien marché, sauf que j'ai détesté ces médocs. Vraiment détesté ces médocs. Ils m'ont privé de la tristesse que j'aurais dû ressentir à ce moment précis où mon chat, que je considérais vraiment comme mon gamin, était en train de perdre la vie. Après des années passées à me pioncer dessus. Donc j'aurais voulu être triste, j'aurais pas voulu déconner et faire des jeux de mots. J'aurais voulu chialer mes tripes et j'ai même pas versé une larmichette. Alors après ça, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé que ma vie, ça serait all in. Que je voulais tout ressentir, absolument tout. Et que plus jamais, je n'allais essayer d'étouffer une seule, même une toute petite, émotion. Plus une seule. Ni la tristesse, ni la mélancolie, ni la colère, ni aucune des émotions qu'on considère comme négatives. Je voulais tout prendre en pleine gueule. Le bonheur, le malheur, le bon, le mauvais, je m'en fous. Je veux sentir et ressentir tout ce que je vis à fond. Et surtout qu'en plus, quand on refoule une émotion en particulier, notre cerveau, il est vraiment con comme la lune, il refoule tout. Quand on essaie d'étouffer la tristesse, cette enflure, il étouffe aussi la joie. Ça donne le burn-out. Vous connaissez? Et ça, j'en veux pas. Plus jamais, jamais, jamais de la vie. Mais vous savez, des fois, même si les coachs en développement personnel nous rabâchent qu'il suffit de décider un truc pour que ça arrive, ça se passe très rarement comme ça. Ou alors, juste sur un coup de chance. Le mois dernier, j'ai perdu ma tante. Je l'avais pas vue depuis 20 ans. Oui, j'ai une histoire familiale bien pourrie. J'ai accompagné ma mère à l'enterrement à Paris et j'ai revu mes cousins. Comme j'avais vu personne depuis 20 ans, sur le moment, bêtement, j'ai eu honte. Et je me suis interdit d'être triste. J'ai refoulé ma tristesse parce que je trouvais ça déplacé d'être triste. J'avais pas pris de nouvelles depuis tout ce temps-là et je n'ai pas trouvé ma tristesse légitime. J'ai fait tout l'inverse de qu'est-ce que je vous dis que j'avais fait, que je devrais faire, que je dois faire. Et en tant que spécialiste de la honte, voilà quoi. En gros, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Justement, je suis spécialiste de la honte et de la vulnérabilité, et je sais qu'on ne peut pas y échapper. Quoi qu'on décide, les deux sont universels. J'ai pris conscience de ma propre connerie, sur le coup. Surtout que, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé les moments passés avec ma tante. Et tout au long du voyage de retour, j'y ai repensé énormément. Je n'ai été triste qu'à mon retour à la maison, quand personne n'était là pour me voir. J'ai allumé une petite bougie et je lui ai dit au revoir. On entend souvent des parents ou des amis dire « Ne sois pas triste, allez, ça va bien aller » ou « Je ne veux pas que tu sois triste si je pars ». Je suis pas d'accord. Je crois qu'il est important de laisser s'exprimer notre tristesse, de ne pas l'étouffer, d'accueillir toutes nos émotions en pleine gueule, dans la face, entre quatre yeux. Ça nous rend vulnérables, c'est évident. Mais ce sont ces émotions qui font de nous ce que nous sommes, qui forgent nos valeurs et nous permettent de connecter les uns avec les autres ou de faire preuve d'empathie. De comprendre pourquoi une personne a besoin d'exprimer sa tristitude ou est mélancolique. Sa mélancolicitude, quoi. C'est comme ça qu'on dit? Je suis pas sûre. Si plus personne n'essayait d'étouffer ses émotions, je crois que le monde serait vachement plus méga beau. Sur ce, il est temps d'accueillir nos émotions, c'est un fait, mais aussi et surtout d'accueillir les chroniqueurs, car je crois qu'ils ont été très inspirés par le sujet. On y va? Et re-salut à tous! Enchantée de vous retrouver ce coup-ci dans un nouveau studio. Vous le voyez, j'ai été obligée sous la contrainte de retirer le sapin de Noël pour pouvoir recevoir les chroniqueurs ce soir. Je vais essayer de m'en remettre parce que en termes de tristesse, on est très très haut et je suis pas sûre de pouvoir gérer cette émission, mais je vais quand même essayer. Quoi qu'il en soit, les chroniqueurs, eux, sont prêts et hyper joyeux, enfin je crois, parce que j'en ai eu quelques-uns au téléphone, c'était un petit peu la même merde, mais quoi qu'il en soit, ils se sont préparés, ils ont bossé leur chronique, ils ont préparé des petites histoires qui, je pense, vont beaucoup vous parler ce soir sur les thèmes, vous le savez, la tristesse et la mélancolie. On les reçoit tout de suite, les chroniqueurs. On commence par
comme d'hab, Dorothée Marty, qui est endothérapeute et qui s'occupe d'aider les personnes atteintes d'endométriose à mieux gérer leur douleur et cette maladie qui est, il faut le dire, bien pourrie. Comment vas-tu, Dorothée? Eh bien, très bien. Et toi? Bonjour à tous. Enfin, Bah, bonsoir plutôt. comme je l'ai dit, hein, je vais pas bien, mais je vais quand même essayer de mener cette émission. Oui, alors, Euh, tu as des mouchoirs à côté de toi, ça va aller? non, j'ai pas de mouchoir. J'ai la liste des chroniqueurs. Si tu veux, je peux m'essuyer avec, mais ça, c'est Oui, déplacé. ça peut être pas mal. Ou ta manche, ça peut être bien aussi. Ouais, non, vu le prix de ma veste, je vais éviter quand même, hein. Et en te mouchant dedans, tu pouvais effacer deux, trois noms au niveau des chroniqueurs, ça m'arrangerait. Alors, je vais effacer le tien direct, hein, donc voilà. Voilà, c'est parfait. Je valide. Julien Moreau, on va voir en termes de salaire à quoi tu auras droit en fin d'année, hein, mais ça risque Pas de d'être très maigre, très clémentine. très maigre. Donc, Dorothée, qu'as-tu en réserve pour nous comme histoire ce soir? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Angélique, une jeune adolescente toujours très triste. Vous voyez mercredi dans la famille Adams, Ouais. bah c'était un peu ça, sans le côté blafard, morbide et la garde-robe toute noire. C'est Tu sympa. veux dire sans le talc sur la gueule? Voilà, c'est ça. Mm. Exactement. Alors ses amis, sa famille ne savaient plus quoi faire pour lui donner le sourire. C'était vraiment très très embêtant pour eux. Et plus le temps passait, et plus ses amis s'éloignaient d'elle, malheureusement. Un soir, après une énième dispute avec sa mère, son beau-père, elle part s'enfermer dans sa chambre. La tristesse, sa tristesse, était tellement grande que soudain, elle prit vie. Elle était devenue comme une amie imaginaire. Elle, quand tu Pardon, dis excusez-moi. elle privie, c'est Elle, c'est devenu une personne? ouais, sa tristesse était devenue une Ah, personne, d'accord. dans sa tête, dans son Hmm. imaginaire. Comme un Elle ami lui a même imaginaire. donné le prénom de Charlotte. Ouais, c'est ça, un ami imaginaire. C'était exactement ça. J'aime Elle beaucoup lui a le même donné le concept. prénom de Charlotte. Hmm. Ouais. Charlotte prenait vraiment, mais très très à cœur son rôle d'amie. Elle lui apprenait comment parler, marcher, penser, agir, réagir, mais Angélique était toujours rongée par la tristesse, par sa tristesse. Et plus le temps passait, et plus elle se perdait dans les méandres de sa tristesse. Angélique avait l'impression de vivre comme dans un film en noir et blanc, sans aucune once de joie et de couleur, bien évidemment. Puis un jour, elle a passé sa journée avec ses deux amies. Angélique les a observés toute la journée et elle a vu la joie de vivre qui se dégageait de leur visage. Elle se disait, mais moi aussi je veux ça, mais elle n'y arrivait pas. Après être rentrée chez elle, elle part dans sa chambre, elle claque sa porte, elle se met en colère comme jamais. Elle dit à Charlotte, c'est à cause de toi tout ça, c'est à cause de toi que je suis pas heureuse, j'arrive pas, tu me gâches la vie. Pourquoi tu me fais autant de mal? Charlotte lui répond, mais non, mais t'es mon amie, mais je t'aime, mais j'ai pas envie de te faire du mal, je suis là pour toi. Charlotte lui répond, si t'étais vraiment mon amie, tu ferais pas, tu me laisserais pas dans cet état-là, je veux plus te voir, pars et ne reviens jamais. Charlotte part, mais avant de partir, elle lui dit, sache que je serai toujours là pour toi. Angélique, Sympa. Après s'être avec le fait temps, envoyer chier comme ça, elle est sympa la Charlotte, hein. c'est un peu le rôle des amis parfois, on est Mhm. souvent comme ça. Les années ont passé et Angélique a grandi. C'est devenue une femme heureuse, bien dans sa vie. Elle n'a plus jamais pensé à Charlotte, donc n'a plus jamais ressenti de tristesse. Cependant, et puis, faut juste souligner une petite chose très importante. Mhm. Quand Angélique a dit au revoir à Charlotte, elle a fait poète poète à la tristesse. Je dis juste ça comme ça parce que c'est quand Mhm. même très important parfois de faire poète poète à la tristesse. Cependant, un jour après s'être un tout petit peu disputée avec son conjoint, un Mhm. sentiment de tristesse l'envahit. Mais c'est pas celui qu'elle a connu fut un temps. C'était plus un sentiment qui s'apparentait à celui de la mélancolie. Charlotte lui manquait. Mhm. Elle a compris qu'elle n'était pas là pour lui faire du mal, mais qu'elle était là pour l'aider. Alors instinctivement, Charlotte dit plutôt à Angèle, non pardon, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. C'est Angélique pas dit à grave. Dans le Hakasho, tu sais, on est adepte de oui, l'imperfection, donc tout est OK. c'est bien ça. Donc, instinctivement, Charlotte dit à Angélique, non, Angélique dit à Charlotte, oh, ça va bien cette histoire. Je suis tellement désolée de t'avoir délaissée. J'ai compris que tu n'étais pas là pour me faire du mal, que tu étais là pour m'aider. Je te prie vraiment de m'excuser.
Charlotte reprit vie et elle lui dit, je ne t'en veux pas, je comprenais ta position, elle n'était pas simple. Aujourd'hui, je fais partie de toi. Ça ne veut pas dire que je serai là tout le temps. Je prendrai ma place quand ça sera bénéfique pour toi et que tu en auras besoin. Je suis là pour toi car je t'aime. La morale de cette Une vraie histoire, pote, quoi. Une vraie pote. une vraie pote. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la tristesse. Lorsqu'elle est présente, son but, c'est de nous accompagner pour nous permettre de dépasser une situation difficile, pour nous amener à la guérison, voire à la résilience. Donc, Alors, ouais. j'avais presque fini, mais c'est Oui, pas grave. vas-y. Alors, n'hésitez surtout pas à faire comme Angélique. Donnez un nom à votre tristesse. Et vous verrez peut-être que ça pourra vous aider à dépasser certaines situations qui pourront vous faire du mal. Voilà, j'ai fini. Donc, en gros, merci pour cette histoire. En gros, ce que tu nous expliques, ce que moi j'en ressors de cette histoire, c'est que plus on fait ami-ami avec cette émotion qu'est la tristesse, plus elle va être notre allié plutôt que de nous péter les coucourgettes au quotidien. Bah, c'est un peu ça, parce que parfois, quand on est triste, on n'en veut pas de cette tristesse, parce que ça nous fait trop mal, et pleurer tout le temps, et dans un état limite dépressif, bah, c'est pas forcément agréable, et on comprend pas, et puis on n'en veut pas. Et alors qu'en vrai, quand on regarde, bah, on est triste. Bah, au lieu de on peut s'engouffrer directement dans cette tristesse pour passer plus vite à autre chose. Et c'est là où elle est importante, la tristesse. Et d'en faire une pote. Donc, Et d'en faire une pote. j'aime beaucoup ce concept d'essayer de matérialiser un petit peu cette émotion et d'en faire vraiment une alliée. Donc, je pense que ça va parler à nos spectateurs qui, bah, je sais pas, mais moi, cette histoire me parle pas mal parce que quand j'étais petite, j'avais des amis imaginaires aussi, et ils avaient tous une émotion particulière. Et quand j'ai vu le film Vice et Versa, et ben, j'avais l'impression de revoir un petit peu mon enfance et toutes les petites personnages qu'il y avait dans ma tête. Et non, je ne suis pas bipolaire, ni même je ne souffre de syndrome de multipersonnalité. Ma mère m'a fait tester. Hein. C'est vrai en plus. Hein, La tristesse comme pour les... Sheldon Cooper, hein, mais c'est la vérité. Mais pourtant, on l'est tous, hein. Oui, on l'est tous, mais pas de manière psychotique. C'est Tu vois. ça. C'est ce que j'entends par là, parce que on a la preuve vivante avec la présence de Julien Moreau. Hein, ils sont 14 13 à l'intérieur de son cerveau, et il y a un 14e qui essaye de faire la loi, mais qui arrive de temps en temps. Et Alors, je pense que chez c'est pas moi, c'est pareil. exactement ça. C'est 13 dans ma tête et quand ils se réunissent tous les 13, ils forment le 14e. Voilà, c'est encore plus compliqué. Je n'arriverai jamais à retenir ce concept-là, mais c'est à peu près la même chose dans mon cerveau. Et je crois que dans le cerveau de chacun des chroniqueurs, il y a du monde et c'est un sacré bordel. Hein. Ouais, mais il y a certains chroniqueurs, ils sont un peu trop nombreux et ça sert à rien dans leur tête. Hein, mais, J'ose même pas imaginer combien ils sont dans la tête de Juliette. D'ailleurs. Alors moi, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter, mais je crois qu'ils sont en coloc dans ma tête, mais ils n'ont pas payé la location depuis 3 mois. Ah les salauds, oh les salauds. Je pense que tu peux leur réclamer un loyer avec les arriérés. Hein. Ne te gêne pas. Ils sont sympas. Donc, sur ces belles paroles, merci pour cette superbe petite histoire. Dorothée, tu as respecté le timing. J'adore. On s'améliore au fil des émissions, c'est fulgurant, la progression. Donc, il est l'heure de recevoir notre deuxième chroniqueuse qui a une voix extraordinairement puissante. Je ne sais pas comment la décrire, mais cette voix. Et d'ailleurs, elle fait des podcasts depuis peu. Hein, son 7e épisode est sorti cette semaine. Et ces podcasts sont un vrai bonbon pour l'âme. Elle donne énormément de contenu et sa voix, moi, il y a 2 voix dans le monde qui me font cet effet-là, c'est la voix de Malou Moulis et la voix d'une personne secrète que je ne citerai pas ce soir, mais qui s'appelle Isabelle Boulet. Et, et ces voix chaudes, puissantes, ont un petit quelque chose qui font un effet apaisant. Et je vous conseille vivement d'écouter ce podcast sur l'artistologie parce que c'est extraordinaire. Et dès la fin de l'enregistrement de cette émission, je vais sauter sur le 7e que je n'ai pas encore
écouté, je me le suis gardé pour un moment cocooning à la maison. Comment tu vas, Malou? Mais ça va bien, du coup, après cette superbe présentation, écoute, franchement, Écoute, j'essaye de c'est m'améliorer. adorable. À chaque émission, j'essaye voilà. Ah non, là, c'est... Si les gens n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils aillent m'écouter, je sais pas. Non, non, c'est top, mais je te remercie. Et toi, tu vas bien? Tu sais que c'est pensé. Ben, Tu, je vais très tu ne bien, pleures pas merci. trop ton sapin? Ben, écoute, même si je fais semblant d'avoir l'âme déchirée en deux et le cœur éventré, non, ça va plutôt bien. Je trouve quand même qu'il faudrait voir avec Sandrine parce que vous l'avez retiré nettement plus tôt que les années précédentes. Ben, justement, c'était à cause de ce tournage du Akasho, tu vois, Ah, d'accord. voilà. On voulait être raccord avec le timing et quand il serait diffusé. Et j'avoue, hein, qu'en tant que spécialiste de la honte, j'ai eu peur d'avoir l'air con avec mon sapin de Noël. Donc, Mais non. voilà. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oui, c'est ça. Alors, la tristesse aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Alors, la tristesse, eh bien, la tristesse, on la refuse, on la repousse. Alors, attends, parce que, en fait, non, c'est bon. Qu'est-ce que tu es Euh, en train de nous faire là? non, je pensais que mon ordinateur était branché, il ne l'est pas. Ah. Donc, cette vidéo se détruira dans 23%. D'accord. Donc, la tristesse, oui, généralement, on la repousse, on n'en veut pas, on la refuse, elle n'est pas très agréable, il faut bien le dire, alors que bizarrement, une fois qu'on l'a déployée, elle possède un don extraordinaire. Contrairement à ce qu'on pense, la tristesse, elle est toujours là. Elle sommeille en nous et elle se cache, elle se fait discrète lorsque soudain, un événement que nous vivons vient la réveiller. Et quand je dis qu'elle est toujours là, c'est parce que j'ai pu constater que les plus grands joyeux de ce monde sont aussi ceux qui portent une profonde tristesse. C'est-à-dire que derrière cette superbe joie, il y a la tristesse. Et ça, c'est chez tout le monde. C'est juste qu'on n'y fait pas forcément attention. Alors, vous l'avez probablement remarqué chez les grands humoristes, les clowns, notamment tous ceux qui arrivent à nous faire rire aux éclats sont paradoxalement ceux qui ont parfois l'air d'être les plus tristes. C'est vrai, c'est vrai. Cette capacité qu'ils ont de nous faire rire, c'est surtout le talent de transformer une émotion négative en quelque chose de drôle. Et je peux vous dire que nous l'avons tous, ce talent de transformation, parce que je l'ai moi-même vérifié. Dans ma jeunesse, j'étais plutôt bout en train. Pire qu'aujourd'hui, je me suis Bout en bien train, calmée. tu veux dire comme un clown triste? Comme un clown triste, ouais, parce que en fait, je portais une tristesse, mais en même temps, jamais je la montrais. À vrai dire, je savais pas trop quoi en faire. Mais j'adorais faire marrer les gens, tu vois. Et j'avais cette capacité de rebondir de faire de l'autodérision, etc. Mais quand la tristesse profonde remontait, je ne savais pas trop quoi en faire et c'était surtout hors de question. Madame Vulnérabilité, à l'époque, moi, non, hein, pas de question. Bah, oui, parce que vous l'avez tous vécu. La société nous empêche quand même de montrer tout ce qui nous compose et notamment les émotions négatives. Non, non, si tu pleures, si tu es triste, il faut surtout pas le montrer. Va te cacher. C'est mieux pour tout le monde. Ne faisons pas de vagues. Non. Non, il faut être fort, il faut être tout le temps souriant et être tout le temps optimiste et avoir la banane. Exactement. Alors que, en tant qu'artiste, ça fait partie des émotions qu'on se doit de vivre. Et on est tous artistes, hein, je le rappelle. Allez écouter mes podcasts, vous verrez. Et moi, j'aime être vrai et j'ai besoin d'être vrai. Et donc, qui dit vrai, vrai aussi dans ce que je vis. Mais si je peux pas le montrer, qu'est-ce que j'en fais? Alors, il fallait que j'en fasse quelque chose de cette tristesse. Donc, je dessinais, je créais dans mon coin, toute seule. Et ça m'aidait énormément à la déposer. Et puis, à l'âge de 30 ans, j'ai vécu un gros traumatisme, tellement énorme que j'ai cru que j'allais y passer. Et ce traumatisme m'a amenée dans une telle noirceur que la tristesse était devenue mon lot quotidien. Je n'arrivais même plus à sourire, moi qui étais hyper joyeuse. J'avais du mal à retrouver ce côté vivant. J'étais vraiment devenue un zombie et j'avais l'impression même d'être complètement éteinte. Et à cette époque, je faisais partie d'un groupe de musique et un groupe de composition. Et j'étais tellement mal que la création de chansons est devenue mon cocon, mon espace de protection. Et je créais des morceaux, d'ailleurs, avec une facilité déconcertante. C'était hallucinant. Et lors des concerts, à chaque fois que je chantais, ma tristesse me mettait dans un état de présence et de totale mise à nu. Et je vivais donc quelque chose d'extrêmement puissant comme jamais j'avais vécu auparavant. J'en ai vécu des choses chouettes, mais là,
dans un état de noirceur comme ça, et j'avais une profonde communion avec le public. Et à la fin du concert, les gens, ils pleuraient, ils venaient me témoigner leur émotion, ils étaient bouleversés, et en fait, c'était mais sublime. Alors qu'au départ, ça partait, tu vois, d'un truc un peu moche. Et c'est ça, c'est ce qui est fou, c'est de se dire qu'à la base, ce merveilleux moment partait d'un truc tout pourri, donc la tristesse, et bien qu'elle apparaisse opposée à la joie, la tristesse, elle est finalement très similaire, parce qu'une fois qu'elle se présente, elle a ce don phénoménal de nous faire vivre des moments magiques. Elle a le talent de rassembler toutes les souffrances et les peines de l'humanité en un moment d'unité. Et comme la joie, pareil. Et je dirais même mieux, c'est qu'elle a le pouvoir d'aider à les nettoyer dès qu'on s'octroie le droit de l'exprimer. Et dans cet instant de tristesse, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes parce que nous nous reconnaissons dans la souffrance. Et je trouve ça magique, magnifique. Alors, s'il vous plaît, que vous soyez seul, à deux, en public, lorsque la tristesse pointe son nez, je vous invite à vous laisser traverser. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez la transformer en un beau moment d'unité. Et je suis sûre que cet instant fera partie de vos meilleurs souvenirs, alors qu'à la base, il avait l'air tout pourri. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Et ça me fait penser à une citation de Théodore Aubanel qui disait « Qui chante son mal enchante ». Et quand j'avais mon ancien blog, pas celui-là, mais l'ancien, j'avais complété cette phrase, tu vois, parce que je me permets de compléter des phrases de poète, moi, parce que je suis comme ça. Et j'avais complété en « Qu'il écrit survit ». Et dans la plupart de mes conférences, justement, je dis que c'est les moments que tu décris si bien ce soir, ces moments de profonde tristesse ou de profond désarroi, en fait, où souvent on est dans l'incertitude, qui fait que l'on connecte profondément avec les gens. Et si tu remarques, tous les moments d'étoiles, les moments de création, sont partis d'un espace de chaos. Tout à fait. Même sans parler du Big Bang, je ne vais pas vous faire un cours de physique, non, pas ce soir en tout cas, mais toutes les créations les plus fabuleuses, artistiques, je parle pour rester dans ton sujet, sont nées d'un moment de profonde tristesse et de profonde mélancolie. Brel. Et d'ailleurs, je pense à Amy Winehouse quand tu en parles. Ah bah oui. Qui était dans cet état. Ouais. Et pour avoir été coach d'artiste, il y a même des gens qui vont chercher sans arrêt ça. Ce qui est très particulier d'ailleurs, qui vont toujours chercher cette tristesse pour aller dans le process de création. Ce qui est dommage parce qu'en fait, ils ne s'octroient pas le droit d'aller visiter le pôle inverse, enfin opposé, la joie. Mais je peux comprendre. Parce qu'en fait, tu as une descente comme ça dans les profondeurs qui viennent chercher les tripes et donc du coup toute l'humanité. Et ils ont l'impression que c'est ce moment-là où ils sont très vivants et qu'ils vont faire toujours comme ça. Notamment le chanteur de Nirvana qui était toujours dans un... Oui. Ça fait partie, comme Amy Winehouse, du club des 27. Tu vois, ouais, c'est ça. Avec Jimi Hendrix, me semble-t-il aussi. Et il y a des artistes comme Sia, j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs, je raconte son histoire, qui sont dans cet état continuel de tristesse, avec des idées noires tout le temps, et c'est le moteur et la source de leur création. Je veux dire, Sia, elle écrit des milliers et des milliers de chansons, tu vois, et toutes, la plupart sont des tubes, quoi. Donc, je regardais aussi un reportage, mais je ne vais pas spoiler parce que c'est ma conclusion, mais sur une artiste dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là. Donc, tu as totalement raison. Et cette tristesse peut être vraiment quelque chose comme un diamant, tu vois, façonné qui permet de créer des choses extraordinaires et qui vont aussi aller connecter avec le reste du monde. Et c'est ça, j'ai l'impression même que la tristesse est plus dense dans la communion qu'on peut avoir avec le public, notamment quand on est juste artiste du domaine artistique, et plus que la joie encore. Il y a un rassemblement comme ça qui se fait, un lien qui se crée qui est vraiment très fort et très puissant. Du coup, tu es en train éventuellement de conseiller de faire l'amour en étant triste ou... Non, mais sur une petite chanson triste, c'est formidable.
Tout dépend le rythme. Puissant. C'est toujours une affaire de rythme. Juliette, mets ton casque. Non, c'est trop tard, mince. Ça me rappelle un petit moment, tu vois, dans mes jeunes années d'artiste où j'étais sur les planches et on devait lire des lettres algériennes de femmes qui écrivaient à leur mari pendant la guerre. Et donc, ces lettres étaient d'une tristesse, infinie. Et juste avant de monter sur scène, on devait monter 4 étages d'escalier. Je me suis réché la tronche sur les marches et mon genou c'est quasiment fracturé et j'ai encore une petite boule dans le genou qui me rappelle toujours ce moment-là. Et du coup, je suis montée sur scène, j'ai juste eu le temps de me changer, j'avais 2 minutes, je me change, j'ai fondu en larmes sur scène. C'est la meilleure prestation que j'ai faite de ma vie de théâtreuse et tout le monde m'a dit mais alors tu as incarné le personnage. Oui, puis tu l'as pas fait exprès en fait. Je l'ai pas fait exprès. C'est ça, mais c'est surtout juste ce qu'il faut en train pas de faire. mourir. Oui, c'est ça. Voilà. Mais j'étais triste d'avoir mal, tu vois. Mais ça n'avait rien à voir avec le truc. Donc voilà comment, avec une toute petite anecdote, j'ai pourri ton histoire. Je m'excuse. Mais non, c'était très sympa. Au contraire, ça donne de l'ingrédient supplémentaire à tout ce que je viens de dire. Le petit origan sur la pizza. Tu sais, moi, je suis italienne. J'ai des métaphores importantes. Exactement. Malou, je te remercie une nouvelle fois pour cette super chronique qui, je pense, va parler à tous les artistes qui nous regardent. Et comme tu l'as dit, nous sommes tous des artistes, donc ça va parler, je pense, à tout le monde. Je te dis au mois prochain. Oui, je vous embrasse tous, les auditeurs, les spectateurs, et je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine. À la semaine dans un mois. Voilà. Enfin, par là, quoi. Voilà, ou quand tu viendras à la maison, si tu veux, tu le sais, la porte est ouverte. C'est ça. Voilà. Gros bisous. Bisous. Nos petits blabla personnels sont maintenant terminés. Et comme on enregistre dans les conditions du direct, vous le savez, il n'y a pas de retouche au montage et encore moins de retouches make-up. Mais ce soir, nous avons eu un petit incident technique, à savoir que Sandra Dartevel est chez elle avec une coupure totale d'Internet. Donc, et elle a eu la bonne idée de se fracturer la jambe, la cheville la semaine dernière. Donc, elle était toute prête avec ses lumières, son make-up, etc. Ses enfants lui ont préparé un petit truc bien sympa, cocooning, et ça marche pas. Donc, je lui ai proposé de l'appeler parce que sinon, notre Fred Claveau national serait tout seul, ce qui est dommage parce que, vous le savez maintenant, cette chronique, il l'anime à 2. Et faire un truc sur l'amitié moi-moi. Voilà, il aurait pu faire un truc sur l'amitié moi-moi tout seul, mais on va essayer de faire venir Sandra Dartevel en direct avec nous via mon téléphone que je vais partager à mon micro. Donc vous n'aurez pas l'image, mais vous aurez la voix. Et Dieu sait qu'elle a une voix très mignonne aussi. Donc vous l'entendez, je suis en train de l'appeler là tout de suite. On croise les doigts, on espère qu'elle va arriver à répondre. Demande-lui le montant de la valise RTL. Allô, bonjour, Madame Dartevel. Enchantée de vous recevoir ce soir. Vous êtes en direct dans les conditions du direct, voilà. Oui, c'est ça, dans les conditions du direct. Donc, manque de bol, tu nous vois pas, mais est-ce que tu nous entends? Oui. Voilà, tu m'entends moi. Est-ce que tu entends Fred Claveau? Est-ce que tu m'entends? Ouh, mais tu es très loin et ça me rend très triste. Ah. Est-ce que tu peux me donner le montant de la valise, s'il te plaît? Est-ce que... Alors, le montant de la valise, 4 975 €, Jean-Pierre. C'était pas Jean-Pierre, on ne peut plus comment il s'appelle. Alors déjà, c'était Fabrice, et là, vous venez de prouver à toutes les personnes qui regardent que vous êtes sacrément vieux quand même. Ouais, et qu'on assume. Je ne sais pas si Juliette connaît la valise RTL. La valise RTL. Alors, comment ça va, mes amis que j'ai pas vus? Eh bien, écoute, tout le monde va plutôt bien. Ils ont une tête un peu déconfite. Je pense qu'ils ont largement fêté le week-end. Ou peut-être que le début d'année est un petit peu rude pour chacun d'entre nous. Mais au final, on garde le sourire et la patate. Et ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air de bien se passer. Ah, tu sais quoi, moi, je crois qu'ils ont anticipé un éventuel reconfinement. Ils se sont dit, on y va à bloc. Parce qu'au cas où, on prend du capital bonheur maintenant. Est-ce que tu peux nous dire où c'est à bloc? Parce que j'aimerais bien y aller aussi. C'est à côté de Affon. Ah oui, en théorie, c'est ça?
C'est ça, c'est en théorie, exactement. Alors, pour rappel, Sandra Dartevel est conférencière professionnelle et master coach, et Fred Claveau est tout pareil aussi. Et ce sont deux personnes que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont très intelligents et aussi très drôles. Ils ont tous les deux des capacités à vous faire rire, à vous décrocher les mâchoires. Sandra fait des imitations extraordinaires et Fred a toujours la petite blague de merde qui tue et à laquelle vous ne pouvez que rigoler. Voilà, donc ce sont deux personnes qui, si vous êtes triste, à un moment donné dans votre vie, vous aurez grand plaisir à côtoyer. Voilà, ça vous va comme présentation? Content de savoir que tu nous aimes parce qu'on est intelligent et drôle. Si on avait été con et triste, pour le coup, on ne ferait pas l'émission. Si, parce que vous êtes beau, donc je vous aurais quand même mis aussi parce que vous passez et bien. Moche, mais on en avait déjà parlé avant ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir? Eh bien, écoute, avec Sandra, en préparant cette émission, avec un sujet qui nous faisait beaucoup rire, parce que la tristesse et la mélancolie, c'est quand même quelque chose d'absolument génial. On s'est dit, c'est quand même dommage, à 8 jours près, avec notre thème récurrent de l'amitié homme-femme, de ne pas parler de mélancolie et de tristesse à l'approche de la Saint-Valentin. Mais pas pour les amoureux, pour les gens qui sont juste amis. Et d'ailleurs, en discutant avec Sandra, je lui avais demandé, est-ce que toi, Sandra, ça t'est déjà arrivé d'avoir un chagrin d'amitié? Et alors, elle m'a retourné la question, et moi, j'ai réfléchi et j'en ai pas trouvé. Mais elle avait une belle histoire à nous raconter. Ah, un chagrin d'amitié, donc. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui, j'ai un chagrin d'amitié. Oh, tu t'en es remis depuis? Oui, alors écoute, je tiens à préciser que ce n'est pas un chagrin d'amitié parce que la personne m'a fait quelque chose qui m'a fait mal, mais c'est un chagrin d'amitié parce que la personne en question me manque énormément. Voilà. Et quand j'ai raconté cette histoire à Fred, il m'a dit, oh, mais dis donc, mais il faut que tu la racontes, cette histoire. Alors, comme ce soir, tout a été un petit peu chamboulé, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais parler de ça? Mais finalement, comme il a introduit, pas plus de suspense, je vais vous raconter l'histoire. Alors, écoute. Ouais. Ça commence il y a 22 années en arrière. Je rencontre un garçon au cours de mes études d'ingénieur en bâtiment. Et puis, ça matche de suite et on devient des super potes. Mais vraiment des super potes. Et en fait, on se voyait tous les ans. Alors d'abord pour nos études et puis lorsque nous avons été séparés pour aller trouver du travail dans nos régions respectives, on a continué à se voir pendant des années. Lui était en couple, moi j'étais en couple et en fait on se voyait voilà les deux couples très régulièrement et puis pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Alors on s'est mariés, on a eu des enfants. Et pas ensemble? Alors pas ensemble. Hein? Pas ensemble, c'est ce que dit Fred. Pas ensemble, voilà, voilà, pas ensemble. Mais n'empêche que cette amitié très forte qu'on aime appeler amitié fusionnelle a perduré. Et ce que j'expliquais à Fred, c'est que là où la tristesse et la mélancolie prend sa place là-dedans, même si c'est une très jolie histoire, c'est que on se voyait minimum 1 semaine par an pendant l'été. Et lorsqu'il partait de la maison, c'était un véritable déchirement. Et moi, je mettais 1 semaine à m'en remettre. Je pleurais pour te dire à quel point la tristesse était vraiment profonde. Je suis grande quand même, hein. Je ne suis pas une petite gamine, hein. Je suis une vieille maintenant. Hein. Non, pas si vieille. Eh bien, encore maintenant, à chaque fois que je le quitte, je pleure. Donc, pour te dire que l'amitié homme-femme, c'est précieux et nous, on y croit très fort avec Fred, c'est vrai. Et un chagrin d'amitié, ça existe, comme un chagrin d'amour, hein, Fred? Ça existe, un chagrin d'amitié? Oui, bien sûr que ça existe. Et du coup, c'est cool parce que, tu vois, là, on parle souvent de la différence entre l'amour et l'amitié dans les relations entre les garçons et les filles. Et la différence sur une vraie amitié, c'est que, tu vois, un ami, il peut parler de quelqu'un qu'il adore et qu'il met dans des états favoris, sans qu'il y ait aucune once de jalousie qui s'installe à aucun moment. Ce qui est beaucoup plus compliqué à tenir quand c'est une histoire d'amour. C'est vrai. C'est vrai. Alors voilà, c'était pas une fin finalement à chaque fois puisqu'il y avait un nouveau début pour
pour la fois prochaine, mais ça a été très douloureux et tu vois, ça me fait penser un petit peu à la situation de ce soir. Il y a des événements comme ça qui se produisent des fois dans la vie, sur lesquels tu n'as aucun pouvoir. Tu vois, là, il devait repartir parce que c'était qu'une semaine de vacances et il devait repartir. Je peux rien y faire. Ah oui. Et ce soir, tu vois, ça m'a profondément chagrinée de pas pouvoir me connecter en Zoom. Je sais pas si tu l'as expliqué en début d'émission, mais j'ai des gros soucis de réseau et tout mon petit canton là où j'habite a des gros soucis de réseau et du coup ouf que j'ai le téléphone, mais ça m'a profondément chagrinée et je me suis dit, tu vois, finalement, il y a des événements extérieurs sur lesquels tu n'as pas de pouvoir. Alors oui, la tristesse et la mélancolie, c'est vraiment installé parce que crotte, quoi, je vous ai pas vu, je peux pas participer à l'émission comme d'habitude, tu vois. Alors j'avais tout installé. Et oui. Et voilà. Et je me suis dit, mais en fait, j'y peux rien. Donc il faut transformer le truc, quoi. Il faut transformer pour éviter de subir la situation sur laquelle tu n'as pas de pouvoir. Alors, ma foi, t'accueilles la tristesse ou la mélancolie telle qu'elle doit être et il faut transformer derrière pour pas se laisser abattre ou pour pas que ça transforme en colère, tu vois, parce qu'il y a certaines tristesses qui se transforment en colère. C'est pas le cas. Je suis juste triste. Et tu vois, on a quand même réussi à trouver une petite solution pour te permettre d'intervenir ce soir. Et après, tu vois, je pense que la tristesse, comme on le disait avec Malou, même si tu n'as pas pu entendre, ça permet des fois de trouver des solutions ou des idées qui deviennent des super trucs en finalité, alors qu'on n'aurait jamais cru que ça pouvait donner ça. Et le fait que tu sois là ce soir, on s'est mis, tu vois, tous ensemble, le cerveau en mode solution, plutôt qu'en mode tristesse. On a accueilli la tristesse, parce que pour moi aussi, ne pas t'avoir en direct avec nous ce soir, en vidéo en tout cas, ça m'a rendu triste quand tu m'as envoyé la petite nouvelle cet après-midi. Mais le fait de se mettre en mode solution, eh bien, on trouve tout de même des moyens et l'important, c'est toujours de faire du mieux qu'on peut. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fred Claveau? Je suis complètement d'accord. Tu sais ce que Victor Hugo disait sur la mélancolie? Non. Il disait la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Oh, c'est très joli. C'est très joli. Et du coup, est-ce que vous pensez que la différence, je me lance sans filet, mais est-ce que vous pensez que la différence entre l'amour et l'amitié, finalement, entre un homme et une femme, c'est uniquement le sexe? Non. Moi, je pense que c'est d'abord le sentiment ou Alors, je vais différencier l'amour du sentiment amoureux en couple comme on l'entend. Pour moi, des amoureux ne sont pas forcément des gens qui éprouvent un amour aussi pur qu'on le décrit ou une amitié. C'est plus le sentiment de possession qui pose problème que le sexe, en fait. Le sexe est un des symptômes du sentiment de possession. Donc, le sentiment de possession plutôt que le sexe. Ouais. Je répète. Qu'il n'y a pas en amitié, enfin, qu'il n'y a pas en amitié, qu'il y a beaucoup moins en amitié. J'ai déjà vu des amis jaloux d'autres amis. Genre, je supporte pas que tu aies d'autres copains que moi et qui sont vexés quand tu as passé une bonne soirée avec des gens qui n'étaient pas là. Il y en a quelques-uns. Mais ils sont quand même vachement moins nombreux que des amoureux jaloux. Ou peut-être que tu n'en as pas croisé autant. Parce que ça s'explique, sans faire un cours de psycho à 2 balles, mais par les études de Bowlby qui parlent de la théorie de l'attachement. On peut être attaché à quelqu'un de manière anxieuse et ça explique aussi pas mal la jalousie ou le besoin d'exclusivité et en amour et en amitié. Donc, du coup, c'est compliqué à défendre socialement le besoin d'exclusivité en amitié. Ouais, au niveau amoureux, au niveau de la relation de couple, ça a tellement été formaté, formalisé par le système, les religions, la société, tout ce que tu veux, que c'est presque la norme. À la limite, si t'es pas jaloux, tu passes pour quelqu'un qui s'en fout de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut différencier quand même la jalousie mignonne, entre guillemets, de la jalousie maladive qui, est souvent aussi la résultante d'un gros manque affectif et de troubles, comme on dit un bon français de France, troubles narcissiques. Mais c'est un autre sujet.
Peut-être qu'un jour, on fera les troubles psy comme thème, je ne sais pas. Mais il faudra prévoir une émission de 36 heures parce que je suis, comment dire, très loquace sur le sujet. Donc, Tu parlais déjà de pathologie tout à l'heure en début d'émission. Là, moi, tu sais, avant, j'étais schizophrène. Mais maintenant, on va beaucoup mieux. elle est vue et revue, ta blague, Fred. Non, mais ouais, je l'aime bien. Et puis, tu l'as surenchérie en disant de toute façon, on peut être aussi nombreux qu'on veut, c'est toujours moi qui commande. C'est pour ça que c'est moi la chef. Mais il n'a que ça, Fred, comme blague. Des blagues nulles. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais elles sont. Sa particularité à lui, tu Elles vois. sont bien, ces blagues. Elles sont juste vues et revues partout. Parce que maintenant, il n'a pas compris qu'on avait les réseaux sociaux. Et que maintenant, sur les réseaux sociaux, les blagues, elles s'échangent. Oui. Tu sais, quand on s'est rencontrés tous les trois, Julien, toi et moi. Oui. OK. Sandra était notre coach dans la formation dans laquelle on s'est rencontrés. On est d'accord? Et le leitmotiv de Sandra dans cette formation, c'est de travailler notre unicité. Oui. OK? Sur ce point, ça fait... Attends, je ne vais pas dire de bêtises, depuis quand je commence à raconter des blagues, ça fait au moins 42 ans que je la travaille. Oui. Et du coup, tu comptes progresser un jour ou changer de coach? Écoute, une blague qui fait pas rire, c'est une blague. Une blague qui fait pas rire, c'est une blague qui n'a pas trouvé son public. Ou que tu n'as pas bien raconté. Ouais, mais moi, je les explique pas, les miennes. Moi, je suis obligée de les expliquer parce qu'elles sont toujours mieux dans mon cerveau, mes blagues. J'adore. C'est vrai. Alors, on s'est vachement éloigné de la tristesse quand même, du coup. Hein. Oui. On a vraiment transformé le sujet. Hein. On a transformé le sujet en boutade. Non. Je suis pas d'accord parce que ce que vous venez de dire, ça m'a beaucoup peiné. Oui, on a transmis notre tristesse adjacente, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot, mais à Fred Claveau. Voilà. Adjacente. Je ne sais absolument pas que venait faire ce mot-là. C'est pas grave, hein, ne soyez pas triste, je redeviendrai un jour peut-être une bonne animatrice, mais pas ce soir. Sur ce, les chéris, je vous remercie de votre petite intervention dans cet épisode 3. Sandra, je te fais un gros bisou, un petit bisou sur tes orteils. Je sais que voilà, ça te fera du bien, c'est le petit bisou magique. Merci. Fred, un bisou sur ta truffe et on se retrouve le mois prochain en priant. On l'embrasse tous. Hein. Ouais, ils te font tous des bisous. Merci. Gros bisous, Sandra. Bisous, Sandra. Bisous. On t'aime. Bisous. Et puis, si ça peut consoler Fred, cela dit. Avec plaisir. Si ça peut consoler Fred, cela dit, je crois qu'il ne pourra pas faire pire que mes blagues, que personne ne comprend jamais à part Alice. On va arrêter de faire un concours de la blague la plus nulle là, parce qu'il y a quand même des gens qui regardent l'émission. Non, mais vous pouvez pas faire pire que les miennes, d'accord? Il y a que Juliette qui les comprend de toute façon. Je suis d'accord. Toi et moi, on se comprend très bien, c'est parti. Je suis d'accord, c'est vous les pires. Sandra, est-ce que tu veux rester avec nous par téléphone ou est-ce que je te rends à ta vie normale? Je vais me libérer pour ma cheville. D'accord. Pour la mettre en hauteur. Prends bien soin de toi, prends grand soin de toi-même. On te fait de gros bisous et on se donne rendez-vous le mois prochain. Allez, bisous ma belle. D'accord, gros bisous à tout le monde. Bisous. Voilà, on s'est débarrassé de la brune. Maintenant, c'est le pouvoir aux blondes. Quoique la prochaine n'est pas vraiment blonde, hein. Elle est plutôt châtain foncé, mais bon, elle a un petit bandana jaune sur la tête, donc ça compense. Il est temps de recevoir Déborah de la thérapie de Débo qui nous explique comment se reconnecter à la Terre intérieurement et extérieurement avec des petits conseils. Elle a une chaîne où elle intervient sur Instagram et elle a de plus en plus de followers qui ont plaisir à regarder ses vidéos et je vous conseille d'aller vous abonner tout de suite à sa chaîne. Mais allez-y maintenant. C'est bon? Alice. Coucou Débo, comment tu vas? Ça va, et toi, je suis contente de revenir pour cet épisode 3 parce que j'en ai loupé un la dernière fois. Ah, tu nous as manqué, hein. Même si on avait plaisir à retrouver Marie, c'est pas pareil. Quand l'équipe, elle n'est pas au complet, moi, je suis triste. T'es mignonne. Bah, ouais, c'est vrai. C'est le thème de ce soir, tu vois, comme je rebondis, tu vois, des fois, j'ai des éclairs de génie comme ça. Enfin, la 14e personne à l'intérieur de moi-même a un éclair de génie et se permet de le dire. Tu as préparé une petite histoire pour nous. Oui.
Alors moi, lorsque tu nous as annoncé que c'était sur la tristesse, paradoxalement, ça m'a fait penser à la joie. Et à une période de ma vie. Et tu en as parlé tout à l'heure, j'ai fait référence aussi au film Vice Versa. Ouais. Voilà, ce film d'animation. Et en fait, voilà, pour raconter un peu cette histoire, en amont, depuis toute petite, j'ai tendance à être positive, à être optimiste, à être joyeuse. Voilà, ça fait vraiment partie de moi. C'est mon caractère profond. Et puis, quand j'ai commencé il y a quelques années à travailler sur moi, alors travailler, c'est pas forcément le mot que j'aime parce que c'est pas un travail, mais quand j'ai commencé, voilà, cette connaissance, l'amour de soi, essayer d'être de mieux en mieux dans ma peau, ça m'a vraiment passionnée et ça m'a rendue encore plus joyeuse et encore plus positive. Et puis, je suis rentrée dans une période de ma vie où c'était plus difficile. Voilà, c'était une période plus compliquée et finalement, c'était une période où vraiment la tristesse avait toute la place d'exister, du moins aurait dû exister. Et en fait, moi, j'avais une bulle de positivité autour de moi et de joie, et c'était même devenu une armure. Et du coup, j'ai pas laissé la tristesse arriver. Alors, c'est même pas la tristesse qui vient et tu lui dis pouet pouet dégage, tu vois. C'est même pas ça. C'est-à-dire qu'elle était pas là, quoi. Et j'ai pas voulu la voir, j'ai pas voulu la regarder. Et j'ai pas voulu en prendre conscience et j'ai continué à avancer sur mon chemin avec la joie comme épée et l'optimisme avec un bouclier et j'avançais. Ah oui, quand tu parles de chevalerie, tu le fais pas à moitié, toi. Hein. C'est la joie, c'est l'épée, l'optimisme, c'est le bouclier, mur, t'y vas. Hein. En mode guerrière. Ah ouais. Hein. Et puis finalement, les jours ont passé, les semaines ont passé, et plus j'avançais là-dedans, plus je me rendais compte que j'étais dans un espèce de mensonge avec moi-même et que je m'enlisais dans un truc où je me reconnaissais pas et où je comprenais rien et où j'étais un peu comme ça, tu vois. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe et voilà. Finalement, cette joie que j'avais et que je voulais absolument, elle n'avait plus trop de sens en fait, parce que je souriais sans forcément la ressentir et voilà. C'était une joie de façade en fait, un automatisme? Ouais, un peu, c'est ça. Et puis finalement, un jour, c'est un film que j'ai regardé, alors je ne te dirai même pas le nom de ce film parce que tu sors. C'est pas du tout le film qui m'a marqué. Mais en tout cas, c'était un film triste. C'était un film vraiment triste. Et moi, j'ai une tendance à être quand même hyper sensible, donc j'ai la larme très facile. Donc, je vais pleurer de beau, de joie, de tristesse, d'amour, de rire, de tout. Et là, j'ai regardé ce film hyper triste et il s'est terminé. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Je vais pas pleurer. Rien, pas une larme, rien que dalle. Et je me suis dit, bon, pourquoi tu n'as pas pleuré? Enfin, là, je commençais à me dire, attends, là, il y a un problème. En fait, ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré? C'est intéressant, ça. Voilà. Et donc là, j'ai dit, bon, alors j'ai commencé à chercher et je me suis dit jours, semaines, mois. Et rien que le fait d'en prendre conscience, en fait, que je n'avais pas pleuré depuis longtemps, les larmes ont commencé à monter et je me suis mise à pleurer. Et plus je pleurais, plus en fait je me suis dit mais en fait j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de comprendre et de conscientiser que ce que je vis en ce moment dans ma vie c'est compliqué, c'est difficile et que même si je suis capable de voir aussi toutes les belles choses qui sont à côté et de voir tout le positif et toute la joie, et en fait, cette tristesse, elle est là et j'ai le droit de l'exprimer. Et plus je prenais conscience de ça, plus je chialais comme une madeleine. Et c'est vraiment un moment de libération émotionnelle que j'ai vécu, quoi. C'était vraiment... en fait, j'ai pris conscience que j'avais bloqué ma tristesse parce que j'en ai eu peur.
parce que j'avais peur qu'elle m'envahisse et qu'elle m'éteigne en fait. Et qu'elle prenne trop de place. Voilà, j'avais peur qu'elle prenne trop de place et finalement, en voulant absolument cette joie tout le temps, et ben, j'ai pas laissé la tristesse exister. Et puis ma joie, elle vibrait plus qu'elle aurait dû vibrer. Et du coup, elle était aussi à un état un peu latent et elle ne servait pas à grand-chose. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à ce film Vice Versa, parce que finalement, dans ce film-là, bah, c'est un petit peu l'histoire, c'est que Joie, elle déploie toute son énergie pour que voilà, tout se passe bien et que tout aille bien, sauf que la petite fille dans laquelle la vie se passe, ce qui se passe, c'est que les événements de sa vie la bouleversent et que c'est des changements et que Tristesse, elle a sa place et elle doit s'exprimer pour pouvoir avancer. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est que il fallait que je laisse ma tristesse me traverser, il fallait que ça sorte et que c'était comme ça que j'allais réussir à avancer. Donc en gros, là, ce que je voudrais faire comprendre et la morale de cette histoire, c'est que la tristesse, elle fait vraiment partie d'un équilibre émotionnel et que pour une bonne santé émotionnelle, pour la préserver du moins, c'est important d'avoir la capacité de s'abandonner à ce qui doit être vécu en fait. Voilà. Ouais, d'accueillir toutes les émotions, tu vois, toutes les émotions pour ce qu'elles sont en fait, sans les juger finalement. C'est ça, et ne pas avoir peur de la tristesse parce que finalement ça rejoint encore ce que Dorothée a dit, ce que Malou a dit, c'est que voilà, il faut que ça vive pour pouvoir être dépassé en fait. Et que finalement, la tristesse et la joie, elles sont sur un même axe et qu'elles sont à deux polarités différentes, mais que la joie, elle ne peut exister que si la tristesse existe en contrepartie. Ben oui, le noir n'existe que parce qu'il existe de la lumière quelque part aussi. C'est ça. C'est ça. Et oui, et je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais on ne peut pas se sentir rempli de bonheur si on ne connaît pas le sentiment inverse, c'est-à-dire la tristesse aussi. Donc, c'est très parlant. Et il y a un film qui me vient en tête. Je ne sais pas si tu l'as vu, donc je ne sais pas non plus si c'est le film qui t'a fait pleurer ou qui t'a fait prendre conscience que tu n'avais pas pleuré depuis un moment. Mais c'est un film qui s'appelle Nouveau départ. C'est un gars qui reprend un zoo et qui découvre ce métier de directeur de zoo et qui vient de perdre sa femme. Et c'est un film bouleversant et magnifique. Donc, je vous invite tous à le regarder si vous avez... je crois qu'il est sur Netflix en ce moment. Ou peut-être Amazon Prime, mais quoi qu'il en soit, c'est un film que vous pouvez regarder avec vos enfants et qui, prenez des mouchoirs, hein, mais qui montre aussi ce dont on a parlé depuis le début de cette émission, à savoir comment transformer la tristesse et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette émotion-là. Donc, Nouveau départ, voilà. C'est un très beau film et effectivement, Vice Versa, qui est quand même un film extraordinairement bien foutu pour justement parler des émotions et pour comprendre les émotions et tellement vrai parce que quand on est ado en plus toutes les émotions sont exacerbées au possible et il est très très difficile de les faire cohabiter les unes ensemble. Donc merci pour cette petite intervention histoire qui est très personnelle et qui en même temps me parle beaucoup parce que je pense ça ravive des choses en moi hein, parce que j'ai vécu un petit peu la même chose et le film bizarrement qui m'a reconnecté à mes émotions et qui m'a permis d'ouvrir les vannes, c'est Forrest Gump. C'est le moment où il regarde le petit gamin devant la télé, où il reconnecte avec son ex, il retrouve son ex et il lui dit mais lui aussi il a un père qui s'appelle Forrest. Et en fait, il se rend pas compte que c'est son fils directement. Et là, mais alors, boum, comme ça, voilà, les grosses vannes. Et depuis, je ne m'arrête plus. Hein, je chiale même devant Bridget Jones, c'est un carnage. Mais c'est bénéfique pour ma santé mentale. Hein, et il est important. D'ailleurs, tu m'as fait pleurer. À l'épisode 2. Hein. C'était trop beau.
C'était pas voulu, c'était fait avec le cœur. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages me disant « Oh, mais tu m'as fait chialer et tout, tu m'as foutu les poils ». C'était pas fait exprès, c'était juste dit avec le cœur. Et je pense que quand on fait les choses avec le cœur, c'est là que ça transmet le plus d'émotions finalement. Donc j'ai juste fait ça. C'est sûr. Et je fais juste ce que vous faites aussi, vous, à chaque émission. Je crois qu'il y a Julien qui va nous tacler un peu. Mais non, j'allais dire qu'une bonne insulte faite avec le cœur, ça fait mouche à chaque fois, par contre aussi. Merci, mouche à merde. Il l'a pas volé, celle-là. Faut que tu l'expliques. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Fred. Il faut que tu l'expliques, ta vanne. On n'a pas compris. Ah, parce qu'il a dit ça fait mouche, donc j'ai dit voilà. Le fait, trop fort. Espèce de nigo. Va. Fred Claveau, ça rime avec nigo d'ailleurs. Mais bon. Est-ce que tu me permets une intervention qui n'est pas une blague par rapport à ce que tu venais de dire? Ah, bien sûr. Moi, il y a un concept qu'on m'avait donné quand j'ai commencé dans le développement personnel il y a un peu plus de 10 ans, sur le fait de vivre les émotions. Et en fait, quand on éprouve de la joie, on la vit intensément, on est super content d'être joyeux. Et puis du coup, rapidement, elle s'étiole. Tu sens qu'elle part, qu'elle baisse en intensité. Et quand on éprouve des sentiments moins agréables, comme la tristesse ou la colère, on n'a pas envie. Et en fait, la métaphore qu'on m'avait racontée à l'époque, c'est un petit peu comme quand on te file ton plat préféré. Tu prends une bouchée, tu la savoures, tu l'avales, et puis quand tu l'as avalée, elle n'a plus de goût forcément, et t'attends la bouchée suivante. Et en fait, quand c'est une émotion dégueulasse, c'est comme quand on te file le plat que t'aimes le moins. Tu vois, et puis toi, t'as pas envie de le manger, donc tu le gardes dans ta bouche, entre le seul endroit où il a mauvais goût, parce qu'une fois que tu l'as avalé, il n'a plus de goût. Et en fait, le principe, c'est que si on s'autorise à vivre les émotions pas négatives, mais désagréables, celles qu'on aime moins vivre, comme la tristesse ou la colère, et si on s'autorise à les vivre aussi intensément que la joie, elles s'évanouissent aussi vite. Alors que quand on refuse de les vivre, on les garde vachement plus longtemps. D'où le fait de prendre l'artiste, parce que je rappelle que l'artiste, quel qu'il soit et où qu'il ait été, depuis des siècles, c'est le seul qui a dans cette société, quelle qu'elle soit aussi, c'est le seul à qui on permet de vivre les émotions depuis des siècles. Alors quand tu me prends la casquette de l'artiste qui se permet de vivre des émotions, et comme on est tous artistes, c'est vachement pratique quand même pour se détendre le string et se permettre d'être vivant, tu vois. C'est hyper pratique. Et en même temps, moi, ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est que finalement, s'autoriser à vivre les émotions, oui, mais on remarque aussi que par rapport à la tristesse, nous-mêmes, on a tendance à ne pas laisser l'autre, autoriser l'autre à la vivre en fait. Oui. Automatiquement, on a tendance à dire non, ne pleure pas, tu vois. Pour consoler quelqu'un, on va lui dire ne pleure pas. Alors qu'en fait, il faut lui dire vas-y, pleure quoi, laisse-la sortir ta tristesse. Ouais. Oui, on dit toujours ça. Ouais, vas-y, chiale, c'est trop bien. Souvent, ça dénote aussi un manque d'empathie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand les gens sont tristes, ça va être contagieux comme le Covid et qu'on va choper le virus aussi. C'est ça. Et du coup, on a tendance à dire allez, vas-y, ça va aller mieux, t'inquiète pas. Mais parce que ça l'est. Comme quelqu'un qui rit aux éclats, ça te fait rire, et quelqu'un qui est triste, ça résonne. C'est justement pour pas la vivre, cette empathie. Et oui, exactement. Et comme les gens ont peur de vivre ces émotions négatives, majoritairement, c'est comme quand tu vis quelque chose de difficile dans la vie, c'est pareil. Si tu renvoies cette image alors que la personne, elle veut pas voir la réalité du monde dans lequel on vit, tu renvoies ça en fait à l'autre. Tu renvoies la tristesse qui veut pas vivre, tu renvoies la colère qui veut surtout pas vivre. Tu vois, donc c'est non, ça va bien se passer. J'ai le droit de la vivre ou pas? C'est ça. C'est ça. Mais avec les enfants, hein, un enfant à qui tu dis non, pleure pas, alors que si tu l'accompagnes en disant alors t'es triste, t'as un gros chagrin, et t'es juste là, t'es juste présent, t'es juste à côté. Est-ce que tu veux me raconter ce qui t'arrive? T'as vu, je fais bien le. Tu fais super bien. Voilà, parce que c'est du vécu. C'est ça. Et ça va vachement bien parce que du coup, t'es triste, il est compris, son émotion elle est accueillie et c'est vachement plus facile à éliminer quand on te demande de la refouler, quoi. C'est clair. C'est pour rebondir, c'est un cruel manque d'empathie que de pleurer avec l'autre ou d'absorber sa tristesse. On la lui enlève pas en vrai. On en rajoute une deuxième couche. Donc c'est pour ça que souvent on nous dit en tant que coach, quand on pleure, quand c'est pas sincère ou quand c'est surjoué, mais quand on s'oblige à pleurer ou à être triste pour les personnes qu'on accompagne, c'est
c'est souvent pas très efficace comme accompagnement. Et des formations, on apprend à faire ça? Coach, Il je veux paraît. dire, pas d'artiste, de coach. Il paraît. De temps en temps, ça vient des États-Unis, d'ailleurs, c'est un concept très sympa. Et je crois que nous sommes plusieurs, dont Dorothée, qui commence aussi une formation de coach aussi. Hein. Donc c'est ça, par contre, c'est un virus qui se transmet. Quoi qu'il en soit, on pourrait parler des heures d'empathie et de tous ces sujets-là. C'est extraordinaire et j'aime beaucoup la façon dont vous avez chacun choisi d'aborder ces sujets. Et j'étais persuadée qu'on allait en venir au film vice-versa. Donc, Débo, tu l'as fait, c'est parfait. Je te remercie beaucoup pour cette petite histoire de vie. On se donne rendez-vous le mois prochain. Ça marche. Et je te fais un gros bisou, ma poulette. Bisous. Il est maintenant l'heure de recevoir ma vieille compatriote Natacha Karma, que vous connaissez aussi. Tous les du vieil à chaque fois. Écoute, je sais pas, c'est un automatisme, tu vois, j'y ai pensé sur le moment quand voilà, mais c'est parce que en fait, tu as une connexion pourrie ce soir, donc du coup, on a l'impression que tu es vieille, mais finalement, tu ne fais tellement pas ton âge que dans ton cerveau et physiquement, que du coup, je ne peux que m'incliner. Tu as une génétique extraordinaire, que veux-tu? Et je ne dis pas ça parce que ta mère a lu mon bouquin, bien que un peu quand même, mais je fais de la lèche auprès de maman Yoshi qui nous écoute ce soir et qui nous regarde. Merci d'avoir lu mon livre. Et puis en même temps, on parle de tristesse depuis tout à l'heure. Il serait temps que tu acceptes la tristesse de ton âge et que tu souris à cet âge-là. Hein. Voilà. Je m'en fous de mon âge en vrai. Ah, tu te plaignais le mois dernier qu'il ne rebondisse pas sur ta chronique. C'est fait, donc t'assumes. Merci Julia. C'était un namasté ou s'il te plaît arrête que tu faisais là? Oh, je m'en fous, fais comme tu veux. D'accord. Bon, c'était namasté, ferme-la. Donc Natacha, tu es karma-thérapeute, tu fais des constellations familiales, tu viens de te former dernièrement pour être accompagnatrice de personnes HP, HPI, etc. Donc tu as tous les outils pour essayer de fouiller dans mon cerveau, ça me fait peur, mais je ne relève pas voilà, je te garde quand même comme précieux ami. Ça fait des années qu'on se connaît et tu me supportes, je te supporte, c'est le bonheur total. On s'appelle à chaque fois que ça va pas, à chaque fois que ça va bien, et des moments de tristesse, on en a partagé des tas ensemble, parce que mine de rien, en toutes ces années qu'on se connaît, eh ben, on a sacrément morflé, toi et moi, hein, faut le reconnaître, mais c'est pour ça que j'ai d'autant plus hâte d'écouter la petite histoire que tu as à nous raconter ce soir. Je t'écoute. Eh bien, écoute, Alice, moi, je vais m'appuyer sur vraiment ce qu'on vit actuellement. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, on se connaît bien et que tu sais que la tristesse, c'est pas forcément une émotion qui m'est familière et que je côtoie. J'ai plutôt tendance, tout comme Débo l'a dit, à être quelqu'un de relativement naturellement joyeux, positive, résiliente. Donc, c'est quelque chose qui en fait me traverse assez rapidement, la tristesse. En revanche, j'ai droit à des gros états de désespérance. Tristesse, mélancolie, bof. Par contre, désespoir, je connais bien. Et justement, je voulais parler de ce qu'on vit donc tous actuellement avec cette coupure absolue de lien social qui, donc, je ne vais pas vous la refaire. Hein, il y a à peu près 1 an, jour pour jour, est arrivée cette idée de virus, voilà. J'avais déjà une tristesse dans ma vie que j'essayais de résoudre. Et en fait, donc le premier confinement qu'on a vécu, moi j'arrivais de Paris, j'avais été travailler, j'avais travaillé avec des gens, j'aime beaucoup animer des groupes. Le partage, c'est vraiment quelque chose d'inhérent à ma vie et dont j'ai besoin en fait, vraiment très fort. Le partage avec d'autres personnes, avec la personne avec qui je vis, avec mes amis, avec mes clients, c'est vraiment quelque chose qui fait que je reste à l'équilibre. Donc, cette espèce d'état de confinement qui nous est tombé sur la tête, en fait, moi, au départ, j'ai pas tellement connu la tristesse parce que au départ, je me disais, c'est pas possible.
Donc, paf, quand ça m'est tombé dessus. Ça te semblait irréel, en fait? Complètement. Mais complètement. Mais comment ça, on va nous couper des autres? Mais, je pense qu'on a été nombreux à ressentir la même chose. Hein, donc, c'est très intéressant. C'est impossible. C'est juste humainement pas possible. Et là, de se dire qu'il y en a un troisième qui nous arrive sur la tronche, à un moment donné, voilà. Bon, bref. Mais là n'est pas le propos, on va dire. Merde, j'ai perdu le fil de mon histoire, là, du coup. Voilà, donc ça me paraissait complètement irréel. J'avais déjà, moi, mon côté perso à gérer, à essayer de maintenir à l'équilibre. Moi, personnellement, ça m'a complètement déstabilisée et fait passer dans un état de quasi-désespoir instantané. Ouais. Sauf que, et c'est là que je veux en venir, parce que l'idée, c'est pas que tout le monde aille... chercher ça. Très gentil, tu vois. Très gentil. Merci de penser à nos spectateurs. Voilà, c'est ça. Donc, il va quand même y avoir une transformation positive, hein, ne vous inquiétez pas. Mais au départ, pour faire la petite touche d'humour, quand on a été confinés la première fois, je me mettais devant mon miroir dans ma salle de bain et j'étais là. Elle me paie, pouet, pouet, il me paie, pouet, pouet. Et tu vois, et j'avais l'impression de agir avec d'autres gens. Eh oui. Bon, à un moment, quand tu es tout seul, tu te dis, bon, tu vois, on va se faire des trucs quand même, c'est pas possible. Ou alors, cette phrase, il ne faut pas la sortir de son concept, de son contexte. Hein. Oui. Tu verras à l'enregistrement, mais voilà, on ne sort pas cette phrase de son contexte. Je le dis pour les spectateurs. Voilà. Tout à fait. Je fais le travail de Julien Moreau, mais voilà, on s'en reparlera, Julien, encore une fois. Donc voilà, après, je me disais, bon, t'as pas d'amis, mange un curly. Enfin, tu vois, j'essayais de faire des trucs un peu... J'essayais de tourner, tu vois, et d'aller chercher quelque chose de l'ordre de la rigolade et de la joie. C'était très, très, très compliqué. En revanche, ce que j'ai pu remarquer donc, au cours de ma vie, c'est que tous ces états de tristesse profonde, à chaque fois, descendent, mais en direct, et me déchirent le cœur. Et une fois que j'ai le cœur déchiré, c'est à ce moment-là, je vais illustrer ça comment. C'est comme si, voilà, ça mettait à jour quelque chose de l'ordre du diamant brut, et que derrière ça, parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, tu viens le façonner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai atteint des gros états de tristesse, enfin, comme je te disais, de désespoir, en fait, c'est à ce moment-là que naît un espèce de courage sorti de je ne sais pas d'où, mais qui m'amène à aller au-delà, mais vraiment au-delà de moi-même, au-delà de ma zone de confort, au-delà de... C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, de toute façon, là, c'est mort, tu as tout perdu, tu vois, ça transforme derrière. La tristesse, pour moi, est un espèce de levier et de moteur vers quelque chose de l'ordre du courage, du truc, le waouh, tu vois, je pète tout parce que de toute façon, cet état-là est insupportable. Bah, c'est exactement ce que je dis en fait. Hein. Je n'invente rien, ça vient de Brené Brown aussi. Mais la vulnérabilité est la source et le socle du courage. Et la tristesse est une des façons que l'on a de se sentir vulnérable. La tristesse, souvent, vient de l'incertitude. Hein. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, etc. Et la situation dans laquelle on est actuellement, et ce depuis 1 an, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, nous met dans une incertitude profonde, tous. Et je crois que Julien Moreau veut dire quelque chose. Il lève la main en régie. Ah non, il ne veut pas dire quelque chose. Vas-y, c'est bon, il ne veut rien dire. Julien, il ne veut rien dire, en fait. Ah, il fait ses focus. Ah, il fait ses focus. Ah, d'accord. Focus, va. Focus. Donc, on enlève Julien Moreau. Ça marche trop bien en régie. J'ai du personnel extraordinaire quand même. Donc, tout ça pour dire que premier confinement, en 2 mois et demi de temps, j'ai mis au point un espèce de programme d'accompagnement de fou furieux. Cela dit, je ne suis pas en train de faire ma pub parce que pour l'instant, il n'est pas encore en vente. Bah non, j'ai derrière des problèmes techniques, mais sur l'humain, en fait. C'est ça que je veux dire. Sur l'humain. Le concept du truc, c'est venu en 2 mois et demi. Dans une première partie de ma vie où j'étais hyper désespérée, hein, clairement. C'est là où j'ai eu la force et le courage de transformer à 40 ans, de changer de métier, de voilà. Après, c'est dans ces moments-là aussi que j'écris des trucs où les gens me disent « Ah ben, c'est super
Et que moi, à ce moment-là, j'ai pas l'impression, en fait, c'est ça que j'essaye de dire. C'est que ça provoque un espèce de truc tripal. Qui vient des tripes. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tripal existe. On verra avec Juliette, nous renseignera très certainement sur ce mot zarbi que tu viens de nous sortir ou de nous inventer. Mais je comprends tout à fait le concept et ça revient vraiment à ce que nous disait Malou finalement tout à l'heure. Les moments comme ça où on est vraiment pas bien et qui permettent de créer des choses qu'on n'aurait jamais créées autrement. Si on n'avait pas été traversé par cette émotion-là de tristesse ou de mélancolie, on n'aurait jamais pondu ces trucs-là. Moi, c'est comme ça. En deux et rien à foutre, on y va, quoi. Ouais, excusez-moi de vous interrompre. En fait, c'est la profondeur de l'émotion qu'on vit. Parce que tu peux être triste ponctuellement comme ça, tu vas pas déployer ça, mais quand tu vas vraiment dans la souche même de l'émotion, en fait, ça revient à l'essence même de la vie. Et du coup, tu rentres dans un truc de survie, pour le coup. Tu vois. Ouais. La survie, ça je me permets d'interrompre ma petite Alice sur le mot tripal, ici Maître Capello. Oui. Alors, je ne connais pas tripal, mais je connais tripalium, qui veut dire instrument de torture en latin. C'est de là que vient le travail. Ah, c'est intéressant. Écoute, c'est très très intéressant parce que je pense que le programme que prépare Yoshi est loin de créer de la torture. Donc peut-être que elle trouvera un nouveau mot que tripal, parce que sinon moi ça me fait penser à tripou et je trouve ça dégueulasse. Ça fait partie des plats que j'ai très très envie d'avaler très vite, comme nous disait Fred tout à l'heure, pour pas les garder en bouche parce que je n'y arrive pas. Moi j'ai pas compris. Tripals, c'est un mot à la mode de Caen. Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Très, très bonne. Et je parie qu'elle va plaire, qu'elle a plu en tout cas à notre prochaine intervenante. Merci Yoshi. Avec plaisir. Merci Natacha. Ça me parle beaucoup ce que tu dis et ça ramène toujours la même chose, ce qu'on dit depuis le début finalement de ces interventions et de ces petites histoires. La tristesse, ça peut être bien. Je te donne rendez-vous le mois prochain. Avec plaisir. À nous maintenant, ma petite Juliette Lepage. Tu es conférencière professionnelle. Tu habites la voie 9 3/4 ce soir. Tu as un panneau Hogwarts Express avec des briquettes. J'aime beaucoup ta déco. C'est ouais. Je viendrai chez toi très vite pour l'admirer. Je pense que tu as contribué à ce que cette déco ressemble à Harry Potter. Me trompe-je? Je ne sais plus qui a installé ce panneau, mais je sais qu'en tout cas, il me plaît beaucoup et que je serais ravie de t'accueillir en Corse pour que tu puisses l'admirer. Écoute, je ne garantis pas avec les possibles reconfinements qui arrivent, mais ce sera avec grand plaisir, tu le sais. J'aime énormément votre famille. Et comment tu vas depuis ce matin qu'on s'est eu au téléphone? Alors, ça va plutôt bien. Ça a été une journée très créative pour moi. J'ai beaucoup écrit et ça m'a fait énormément de bien. Alors, est-ce que tu me dis si c'est trop compliqué pour toi, mais est-ce que tu pourrais nous montrer ton pull? Mon pull? Ta maman l'a terminé cet après-midi. Oh, j'adore. C'est un pull pampan lapin. Je ne sais pas si on le voit bien là pour le coup. On le voit super bien. Je pouvais. Tu remercieras ton petit personnel. On le voit super bien et j'aime beaucoup ce pull. Je suis presque jalouse parce que j'aimerais beaucoup avoir le même. Donc voilà, on demandera au Papa Noël l'année prochaine. Alors, j'ai promis de ne point t'interrompre pendant ta chronique. Donc, je vais essayer de tenir ma promesse. D'accord ? Je te donne le top des... Je fais confiance. Quand tu es prête. Moi, j'ai rien promis du tout, par contre. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, j'avais pas prévenu Julien Moreau, le trouble. Ah, j'avais oublié. Mince. Mais il va être sage. Il va être sage. Sinon, on lui coupe son micro en régie. Et comme ça règle le souci. Donc, je te laisse la parole. À toi, Juliette. Alors. Ce soir,
L'histoire que je vais vous raconter n'en est pas vraiment une. C'est plutôt une véritable déclaration d'amour. Et c'est pour ça que je l'ai appelée Ode à la mélancolie. Oula! Pouet, pouet, tagadat, soin de soin, on ressort les albums de Benjamin Biolay qui sont dans la valise RTL. Peu de joie en perspective avec un titre pareil. Et pourtant, on associe toujours la mélancolie à des choses plutôt négatives. Même mon dictionnaire ne la voit pas d'un très bon œil. Il me dit que c'est un mot barbare qui vient du grec mélancholia et qui signifie bile noire. Il ajoute que la mélancolie définit une tristesse sans cause appelant à la rêverie et qu'elle désigne aussi un état de profonde dépression caractérisé par une incapacité à faire quoi que ce soit et une perte du goût de vivre. Vous savez le fameux mal de vivre que chantait Barbara. Mais il a beau avoir raison au sens propre du terme, je refuse d'être d'accord avec mon dictionnaire. Parce que ce n'est pas comme ça que je vois la mélancolie. Moi, je la vois comme une amie, une présence rassurante qui me prend dans ses bras quand ma joie ou ma tristesse deviennent trop fortes et qui me dit doucement « Calme-toi, ça va aller ». Je la vois comme une artiste infatigable, sans cesse inspirée, jamais à court d'idées, qui pose sa main sur mon épaule et qui me dit tout bas « Tiens, j'ai un cadeau pour toi, fais-en bon usage. Cette idée créative, elle est précieuse, elle te servira. » La mélancolie, je la vois comme une confidente, invisible, qui s'assied à côté de moi le soir et qui me dit « Prends ton temps, va au plus profond de toi-même, confie-moi tes angoisses et j'en prendrai soin. » Je la vois comme une enfant qui me pousse à m'émerveiller et à rêver devant les petites choses poétiques de la vie, comme le bruit des vagues, la chaleur du soleil, le chant des oiseaux ou la plus belle des mélodies. Je la vois aussi, parfois, comme une demoiselle en détresse, qui, se laissant déborder par ses propres tourments, m'emporte avec elle dans le courant si je reste avec elle un peu trop longtemps. La mélancolie, c'est ma muse, c'est ma protégée, c'est mon souffle de vie, c'est mon improbable guide. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. C'est le pont fragile qui relie mes sentiments dans un équilibre instable. C'est elle qui mélange bonheur et désespoir comme on mélangerait les couleurs d'une aquarelle. C'est ma tour de Pise qui tient comme par miracle. La mélancolie, elle m'inspire. Elle me pousse à réfléchir, à créer, à rêver. Elle révèle mes failles. Elle m'apprend à les accepter. Alors oui, malgré tous les clichés et tout ce qu'on en dit, j'aime la mélancolie, passionnément, à la folie. J'aimerais conclure cette ode avec de poétiques paroles qui ne sont pas les miennes, mais qui à elles seules résument l'étrange sensation que je ressens lorsque la mélancolie vient me trouver. Ces mots sont de Tim Depp, un artiste brillant que je vous implore d'aller écouter quand l'émission sera terminée. Laissez-moi vous les chanter. Un peu de mélancolie heureuse, comme la douceur de la paresse, comme une après-midi pluvieuse, tout le contraire de la tristesse. Un peu de mélancolie heureuse, comme la quiétude d'une caresse, comme une euthanasie joyeuse, bien l'opposé de la détresse. Merci Juliette. C'est bien. T'as fini?
Bravo. J'ai trop peur de t'interrompre. Bravo, Juliette. Non, pas du tout. Tu m'as pas interrompu. Alors, je voudrais juste te dire, j'ai chialé comme une mère, hein. Juste comme ça, mais bon, là, bon, ça c'est dit. Voilà, je repars. Hein. Allez, ciao. C'était trop beau, Juliette. C'était magnifique, Juliette. On était tous là, hyper silencieux, avec un smile tout jusqu'au bout des oreilles. Et en même temps, très touchée, tu nous as emporté. Tu écris super bien, Juliette. Merci pour ce voyage. Merci, Malou. Et si ça a été très intense à écrire, je dois t'avouer, et très intense à te dire aussi. Ça se sent que quand tu la vis, ta mélancolie, ben, tu arrives bien à nous l'exprimer. Parce que je te jure que dans les mots, ça se sent que tu es dedans. Ouais, on a senti une fébrilité aussi qui était très très belle à voir et à entendre. Et merci pour ces mots. Si vous avez l'occasion de revisionner cette émission, vous spectateurs, vous pourrez voir aussi tous les jeux de mots que Juliette fait dans ses chroniques. C'est juste extraordinaire. Avec les opposés, tu joues avec les mots, tu as une capacité à jongler avec le lexique de la langue française et le vocabulaire qui est juste extraordinairement incroyable. Et merci pour ça parce que tu m'as mis les poils. Voilà. Et d'ailleurs, cette émission est terminée. Nous avons terminé là. Hein, voilà. Julien, faut le laisser parler quand même. C'est juste impossible de passer après. Hein, donc, je te sucre ta chronique, Monsieur Moreau. C'est con, c'est franchement con parce que entre cette magnifique chronique, les différents poètes qu'on a pu avoir des autres chroniqueurs, je voulais aborder un angle qui n'a pas été abordé, ou en tout cas pas avec cette philosophie-là. Tu passes à côté de quelque chose. Hein. Alors écoute, je te fais confiance et je te prends quand même, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Oui, en tout bien, tout honneur. Voilà, nous sommes amis, hein, et on l'a dit tout à l'heure, la différence, c'est le sexe et aussi le truc de possession. Donc, pour moi, je ne te possède absolument pas. Ah non, par contre, je pense que tu es possédé, mais par quelqu'un d'autre. Les 13 autres personnes. Donc, Juliette, merci pour ce fabuleux moment d'émotion. Félicitations pour ton écriture. Comme l'a dit Malou, tu as un vrai talent. Voilà, je suis à court de mots. Je me suis rendu compte que ça faisait 1 an tout pile qu'on se voit et on se connaît toutes les deux. C'est vrai. Et depuis 1 an, tu m'apportes à chaque fois qu'on se parle, à chaque fois que je vois quelque chose de toi. Je ressors meilleure, je ressors grandi. Tu m'as aidé à avoir une vision complètement différente sur plein de choses. Tu as une sensibilité artistique extraordinaire. J'ai pas de mots, tu vois, j'ai pas de mots. C'est moi qui te remercie, Alice. Parce que grâce à toi et à cette rencontre, tu m'as permis aussi de poser sur le papier des mots et des émotions que j'avais jamais encore osé aborder. Donc c'est très important aussi cette rencontre pour moi. Et cette ode à la mélancolie, je pense, va réconcilier énormément de personnes avec leur mélancolie et les personnes qui nous regardent aussi, parce que les mots que tu as mis sont très justes. Et je pense que trop peu de personnes aujourd'hui arrivent à mettre ces mots-là, et le fait que tu aies réussi, toi, en fouillant dans tes entrailles et en connectant tes petits neurones très vivaces, je pense, va donner un autre regard justement sur cette mélancolie, et c'était très important de le faire particulièrement ce soir, et comme l'a dit Natacha, en cette période particulière pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci Alice, je t'aime. Voilà. Je t'aime aussi, mon petit pampan. Je te donne rendez-vous le mois prochain ? Avec plaisir. À très vite, petit pampan lapin. Ouais, mais nous aussi, on t'aime, Alice. Et nous aussi, on t'aime, Juliette. Ah, bah quand même, je m'attendais quand même à ce que tu dises Juliette. C'est Juliette qui a fait tout le boulot, là. Et vous aussi, bien sûr. Je n'enlève pas moins le fait que vous êtes tous extraordinaires et vous êtes tous mes chouchous. C'est pour ça que vous êtes dans cette émission. Et j'ai énormément de chance de vous avoir et de vous avoir autant impliqué, hein, parce que c'est mine de rien beaucoup de boulot de se réunir plusieurs fois par mois et pour discuter de l'émission et pour la préparation.
et pour l'enregistrement, comme ce soir. Et vous faites à chaque fois tout beau, comme c'est le cas de Julien Moreau ce soir, qui a mis son petit... c'est une petite chemise bleue avec un petit doudou avec son logo qui est mignon tout plein. C'est ça. La veste n'étant pas présentable, étant au sale, j'ai pris ce qui me restait. Comment tu pètes la poésie, sans déconner? Je pète la poésie, mais en même temps, c'est les poètes et les poètes ou les poètes depuis le début de la soirée. Donc, on est dans le style, quoi. Mais la poéterie est très importante. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu m'as bien emmerdé quand tu nous as annoncé les thèmes de la tristesse ou de la mélancolie. Autant être honnête. Heureusement, comme on est des gens qui préparons un minimum, enfin, pas moi, les chroniques, et que je savais que notre chère Juliette allait aborder un peu l'aspect étymologique avec sa touche poétesse à elle et rien qu'à elle. Je me suis dit qu'il était temps, pour cette troisième émission, de sortir une carte que vous connaissez pas encore de moi, parce que je vous ai parlé du grec, je vous ai parlé du latin, je vous ai parlé du côté emmerdeur, mais je vous ai pas parlé de mon attirance aussi sur tout ce qui va toucher le Japon et la Chine. Tout ce qui te touche, quoi? Tout ce qui va toucher le Japon et la Chine au niveau historique, au niveau tu parles du corona au niveau soit concept spirituel, je t'ai entendu Malou, mais je ne rebondirai pas, dérivé de tout ce qui est principe bouddhiste ou taoïste. Et il y a un concept esthétique qui, pour moi, sonne parfaitement avec cette notion de mélancolie ou de tristesse, c'est le wabi-sabi. Ah, qu'est-ce que c'est que le wabi-sabi? Alors, s'il y a bien quelqu'un que je ne m'attendais pas qui parle de wabi-sabi, c'est bien toi. Alors là, je suis tout oui. Donc, le wabi-sabi, c'est quoi? C'est donc un concept qui relie deux principes. Le wabi, qui en japonais se rapproche plus de tout ce qui va toucher la solitude, la simplicité, la mélancolie, la nature, la tristesse, et toute la notion de dissymétrie est dans ce même champ lexical. Et le sabi va plus s'orienter sur tout ce qui va toucher l'altération du temps, la décrépitude des choses vieillissantes, la patine des objets, le goût des vieilles choses, la salissure, etc. Et le wabi en lui-même, ça fait plus référence à cette notion de plénitude et de modestie qu'on peut éprouver face à des phénomènes naturels. Un vieil arbre qui perd ses feuilles et puis qui va renaître. Une vieille bâtisse qu'on a connue enfant et qu'on voit malheureusement décrépir quand elle n'est plus habitée et pourtant on ressent le besoin de la rénover, par exemple. Et là, ça fait directement le lien, cette notion de rénovation, avec le caractère lié au sabi, dans ce principe du wabi-sabi, qui là, dans l'esprit, est plus de savoir observer ou déceler le travail du temps ou des hommes sur ces altérations, en fait. Et là où le lien, pour moi, est intéressant sur la notion de mélancolie et de tristesse, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui rythme qui rythme une bonne partie de ma vie à travers l'expérience que j'ai pu avoir, où en fait, depuis une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années, inconsciemment, j'ai toujours cherché, même si je suis comme tout le monde, je passe par des phases de tristesse où on tombe tout en bas, j'ai toujours cherché à voir ce qu'il y avait de beau dans l'altération d'une relation ou dans l'altération d'une relation, qu'elle soit de couple, amicale ou familiale, lorsqu'il y a un décès. Qu'est-ce que je tire de cela? Comment est-ce que je fais perdurer la relation à travers ce que je fais après sa fin de la relation? Je pense notamment aux relations de famille, quand on perd un grand-parent et qui nous a transmis des choses, comment je fais perdurer ce lien-là et cette existence-là de l'autre qui n'est plus là. Et c'est transférable à l'amitié, c'est transférable aux relations amoureuses aussi. Et pour moi, c'est un principe qui est super important parce que autant on a évoqué l'aspect émotionnel comme si on s'interdisait de vivre cette tristesse-là, alors qu'on ne s'interdit bien entendu jamais de vivre la joie. Et je suis un des premiers dans ce que je peux faire au quotidien lorsque je suis en accompagnement ou en formation à dire aux personnes que j'accompagne qu'il faut laisser vivre les émotions parce que ça va bien sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Et une fois que c'est en dehors de nous, on peut déjà avancer différemment et voir objectivement les choses. Donc, il faut laisser aller cette tristesse-là. Mais moi, il me plaît, dans mes moments de mélancolie que j'aime, me dire, putain, Julien, souviens-toi, tu faisais ça enfant. Ça me manque. Et là, d'avoir ce déclic de me dire, mais t'es con, en fait. Si tu ne l'as plus, c'est parce que tu te l'interdis aujourd'hui. Donc, retourne le chercher. Et ces moments de mélancolie-là, moi, aujourd'hui, me permettent de me ramener à cet essentiel qui m'était important quand j'étais enfant, mais aussi à cet essentiel que je peux avoir avec des relations amicales ou familiales ou amoureuses qui existent encore, et me dire, putain, merde, il me manque cette relation-là avec cette personne-là, retourne la chercher, retourne créer ce lien, retourne
vers ce côté positif-là qui aujourd'hui a basculé en mélancolie pour que tu te rappelles, enfin c'est ma vision, pour que tu te rappelles qu'il est là en fait et que ça dépend que de toi d'aller le faire revivre ou de le rendre encore plus beau. Donc voilà le lien que j'ai fait par rapport à cette notion de tristesse et de mélancolie dont je voulais parler, que ce soit par rapport au wabi-sabi qui est plus d'origine japonaise. Et je pourrais rebondir aussi pour finir là-dessus, où là on va plus basculer sur la notion, la vision chinoise, qui est jamais très éloignée de la version japonaise. Et c'est que dans la Chine antique, en fait, le mot shu, qui équivaut et qui désigne la mélancolie, alors shu, vous me pardonnerez pour la prononciation, bien entendu, c'est noté avec un caractère qui se combine à l'automne et au sentiment. Et on sait tous que derrière l'automne, qui peut engendrer cette fin de premier cycle, même s'il y a l'hiver qui vient, c'est pour un redémarrage derrière vers un nouveau printemps. Donc pour moi, la mélancolie, c'est quelque chose de positif et il faut en avoir conscience. Et il faut se dire que lorsqu'on a des moments de mélancolie comme ça sur X ou Y relation, c'est peut-être parce qu'on s'interdit nous-mêmes d'aller rechercher ces émotions-là qu'on pouvait vivre, peut-être pas avec des personnes qui sont parties, si malheureusement elles sont décédées ou il y a eu une vraie cassure, mais au moins aller les vivre avec d'autres et les proches qu'on a au quotidien. Eh bien, effectivement, ça aurait été dommage et dommageable de louper cette approche parce que vraiment, je connais le concept du wabi-sabi, mais sous cet angle-là, c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup ton cerveau, une nouvelle fois. Et je t'aime beaucoup toi, du coup. Encore plus qu'il y a 5 minutes. Vous êtes bien urbaine. Vraiment, vraiment. Et ce concept de l'altération des choses ou des relations, etc., est très, très intéressant sous cet angle-là, justement, de la tristesse, où on a de la mélancolie à ce que les choses ne soient plus exactement comme elles le furent. Et on réapprend à vivre autrement avec, après un deuil, par exemple, ou après que la maison de notre enfance se soit écroulée ou ait été détruite, où il y a plein de choses comme ça. Et du coup, c'est aussi une autre façon de... ce que j'en ressors, hein, moi, de ton intervention, c'est une autre manière aussi de transformer quelque chose. Et ça me fait aussi penser, tu sais, au vase. Je crois que c'est un concept japonais pour le coup. C'est le kintsugi en fait. Et je voulais te faire le lien avec toi, ton expertise sur l'imperfection, où justement le principe du kintsugi, c'est de souligner les failles d'un objet cassé à la feuille d'or, ou en gros de récupérer un objet et de sublimer en fait cette forme d'imperfection. Ouais. Et c'est vraiment un art qui est vraiment implanté au Japon, où il y a des vieux bols dotés qui sont repris à la feuille d'or, etc. Et c'est des bols qui valent extrêmement cher parce que justement, on met en valeur cette imperfection-là et on rend un objet cassé ou altéré, voilà, comme la perte d'une relation liée à la mélancolie, sur une autre facette, le rendant encore plus beau et en aimant encore plus cette imperfection-là. Et je trouve cet art magnifique et finalement ça résume extrêmement bien tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que quand quelque chose se brise ou se casse, qu'on est triste, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de complètement différent. Et même si on ne sait pas encore ce que ça va donner, eh bien, il se peut très bien que ça soit quelque chose de très beau. Et on a parlé de diamants tout à l'heure et j'ai tout un moment dans mon livre, justement, hein, M'en fous m'en tape, l'éloge de l'imparfaititude, où j'explique que ce qui fait la valeur d'un diamant, finalement, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le fait qu'il soit le plus pur possible. Ce sont les petites aspérités, les petits éclats qui sont intacts à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut le regarder à l'extérieur, il a l'air parfait. Et puis à l'intérieur, il y a des tout petits éclats, des toutes petites fêlures. J'ai oublié le nom là tout de suite, hein, vous connaissez ma mémoire de merde. Mais c'est ça qui permet de reconnaître un vrai diamant d'un faux. Parce que dans les faux, il n'y a pas ces imperfections à l'intérieur et donc du coup, ils valent beaucoup moins cher, vous le savez. Et plus il y a de petits impacts à l'intérieur de ces diamants, plus ils ont de valeur. Et plus la lumière qu'ils vont dégager, vous voyez, quand on passe une lumière dans un diamant, ça fait des éclats partout très colorés. Et plus les éclats seront importants.
en fait. Donc, c'est l'imperfection et aussi, on peut se dire c'est triste, ce diamant n'est pas parfait, il n'est pas comme on aimerait qu'il soit et finalement, c'est ça qui en fait la beauté et la richesse. Donc, chérissez toutes vos émotions, tout le panel de vos émotions et particulièrement cette tristesse et faites-en des jolis vases avec des dorures. Et c'est tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que sans vouloir faire la rabat-joie et dire que c'était mieux avant, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est que avant, on avait le réflexe de vouloir réparer quelque chose qui se brise. Tu vois, réparer une relation qu'elle soit amoureuse ou amicale, réparer un objet qui se brise, réparer quelque chose que l'on a plaisir à utiliser au quotidien. Et aujourd'hui, on a tendance à jeter et à passer à autre chose. Tu vois, on fait next. C'est ma théorie du crédit crunch. Oh, ça m'intéresse. Ouais, c'est ma théorie du crédit crunch. J'ai dû prendre ça il y a 2-3 ans en intervention avec un public plus ou moins jeune de stagiaires, où justement par rapport à cette notion de consommation, que ce soit des produits du quotidien, mais aussi de l'être humain et de l'amour. Hein. Je ne vais pas citer certaines applications parce que moi, elles m'ont permis de trouver mon amour, notamment. Et aujourd'hui, voilà, on casse quelque chose, on zappe. On casse, on zappe. Un écran brisé, on zappe. Une relation cassée, on zappe. Une photo sur une application qui ne nous plaît pas, on switch. On ne cherche pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur de la photo. Et effectivement, on est de moins en moins dans cette vision du quelque chose d'altéré. C'est super beau, en fait. D'où le fait qu'il va falloir vraiment que chacun aille trouver cet artiste au fond de lui, parce que l'artiste transforme quand est-ce qu'elle allait tout. remettre son artiste à l'intérieur. Là, vous me donnez du grain. Du grain. Et oui, parce que l'artiste, il transforme tout. Il utilise tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà vivant, et il en refait quelque chose pour autre chose. Il ne jette pas, il ne fuit. Ça n'a rien à voir. Il est vraiment dans le vivant, pour le coup. Mais... Et c'est une bonne illustration que je n'avais pas vue, c'était hors champ. Mais il y a un de mes chats qui est venu sur la table et qui a tout balancé d'un coup, comme ça, genre je jette, j'en ai marre. Tu vois, et je pense que si les chats... Allez, va chercher la feuille d'or. Si les chats dominaient le monde et si la Terre était plate, je pense qu'il n'y aurait plus grand-chose dessus, juste à cause des chats. Cette blague était vachement bien dans mon cerveau, mais faites pause et replay. Oui ? Je me permets d'intervenir parce que je suis en train de penser à quelque chose que la chronique de Julien et l'émission en général m'ont inspiré depuis tout à l'heure. Il y a une émission sur France Inter, je ne sais pas si tu la connais, mais je pense qu'elle peut beaucoup intéresser nos auditeurs, qui s'appelle Remède à la mélancolie, qui est tous les dimanches matins à 10 ou 11 heures, je crois, et qui est très très intéressante parce qu'à chaque fois, l'animatrice, elle reçoit un invité qui peut être un acteur, un chanteur, un artiste. Souvent, ce sont des artistes, c'est ça qui est intéressant. Et elle leur fait discuter leur rapport à la mélancolie et les manières qu'ils ont pour vivre avec ou pour la dompter quand elle devient trop présente. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que la mélancolie, elle s'accommode avec les petites choses du quotidien. Et je trouve que cette émission, elle peut être un très bon ajout après celle que nous venons de traverser et de faire ensemble. Eh bien, écoute, je me la note et j'écouterai ça juste après avoir écouté le podcast de Malou Moulis qui parle d'artistologie. Si vous ne l'avez pas encore retenu et compris, voilà. Malou Moulis, artistologue, très important. Et je me rends compte que bien en avoir besoin, mais c'est surtout qu'il faut ouvrir le champ de l'artiste, pas que au secteur artistique. Non, mais tu sais très bien que je te vanne, ma chérie. Mais oui, non, mais je le précise parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre l'artiste dans la case artistique. Dans l'artiste, il a une manière d'exister qui est différente, c'est tout. Et il va falloir aller le trouver, là, vu tout ce qu'on traverse et vu ce qui s'ensuit. C'est sourd. C'est quelque chose, justement, que la chronique de Natacha m'y a fait penser tout à l'heure et j'ai oublié de rebondir dessus. C'est ce confinement, cette période particulière d'incertitude qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a plusieurs façons de le vivre, et notamment une qui est de justement aller se regarder à l'intérieur profondément. Et il y a des gens qui l'ont fait.
pendant le premier confinement, qui ont été voir à l'intérieur et explorer cette tristesse, cette mélancolie, cette incertitude, et d'autres qui ont plutôt pris le parti d'occuper leurs agendas, de s'occuper, de faire plein d'apéros Zoom, de faire plein de choses pour le boulot, de se jeter dans le travail, etc. Et ils sont peut-être passés à côté de l'exploration de cette émotion qu'est la tristesse. Et si d'aventure on est reconfiné pour une 3e fois, ça pourrait être sympa d'aller explorer cette partie de vous si vous ne l'avez pas fait lors des 2 confinements précédents. Et au cas où, si vous êtes confiné effectivement une 3e fois, il y a des choses que je vous recommande d'aller voir, à savoir un petit documentaire qui a été tourné sur Juliette Lepage, qui va certainement passer sur la télévision nationale, ma chérie. C'est extraordinaire. Et si vous voulez apprendre à connaître Juliette comme je la connais moi aujourd'hui, on l'a dit, hein, ça fait 1 an que je la côtoie, eh bien, c'est un documentaire, parce qu'il y a sa mère aussi dedans. Donc, c'est un documentaire très sympa et que je vous invite à regarder. Et j'ai complètement oublié de présenter notre ami Julien Moreau, qui est formateur et qui intervient dans les entreprises comme réconciliateur de communication. Voilà. Comme emmerdeur d'abord et après, on voit ce que ça donne. Exactement. Et il anime aussi sur Twitch tous les 15 jours une super émission où vous apprendrez énormément de choses sur les relations interpersonnelles et la com. Et je fais accessoirement, quand j'y pense, parce que j'ai oublié la dernière fois, la modération du chat. Voilà. Merci Julien. Mais merci à toi. Et juste avant de commencer cet enregistrement, on déconne, on a une phrase entre nous, c'est « on y va au talent ». C'est une phrase de Natacha Karma qu'on a tous adoptée finalement, et j'ai tenté une petite blagounette, et j'ai dit « comme on est adepte de l'imperfection tous ici, on y va au talon d'Achille ». Donc toutes nos émissions sont imparfaites, on montre nos faiblesses et nos aspérités, et c'est ce qui fait notre valeur, hein. Je vous l'ai dit, le diamant tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, cette émission touche maintenant pratiquement à sa fin. Je vais me rendre l'antenne dans quelques minutes. Juste le temps pour moi de remercier tous les chroniqueurs. Un petit clin d'œil à Sandra Dartevel qui était là uniquement par téléphone. Et toutes les merveilleuses personnes qui nous accompagnent tous les mois. J'espère qu'elles vous plaisent et que vous arrivez à vous reconnaître dans leurs histoires, parce que moi, j'aime beaucoup. On se donne rendez-vous le mois prochain, les chéris. Oui, au mois prochain. Bisous, bisous. Bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et c'est l'heure de la concluture, le du chapeau pointu. Non, il est vraiment temps que cette émission ce soir se termine. Je me perds toute seule moi-même. Et j'ai envie de conclure avec une grande dame. Conclure ma conclusion, hein, pas conclure avec cette dame. On est d'accord, bande de petits pervers, arrêtez de penser à ça tout de suite, sinon je vais me fâcher. Cette femme est connue comme étant l'une des plus grandes auteurs, compositeurs, interprètes de musique bluegrass, avec l'accent. La musique bluegrass, pour les incultes, c'est un peu comme de la musique country, avec l'accent, dont elle a aussi été une icône. La country et la bluegrass ont la particularité d'exprimer avec des mots simples et des musiques rythmées des moments de vie particulièrement tristes et mélancoliques. En gros, les chansons décrivent parfaitement ces émotions. La musique chiale tout autant que nous en fait. Et j'adore ce style musical. Si la musique triste ou les chansons qui nous font chialer sont aussi populaires, si on en écoute autant, surtout lorsque ça va pas et qu'on a le moral dans les chaussettes, c'est parce qu'il est facile de connecter avec les histoires qui sont racontées dans ces chansons. Un peu comme dans cette émission finalement. Et justement, des chansons de bluegrass qui racontent des petites histoires, la grande dame qui en a écrit le plus au monde, c'est Dolly Parton. Elle en a écrit plusieurs milliers et elle en écrit toujours, car c'est l'une des plus grandes créatrices qui existent. La chanson I Will Always Love You du film Bodyguard,
Eh bien c'est d'elle, au cas où vous n'étiez pas au courant. Et vous l'aurez compris, je l'aime d'amour, Dolly. Elle sort des punchlines à la pelle dans ses chansons et une que j'aime particulièrement, c'est la tristesse et le ressentiment, c'est juste de l'amour qui ne sait pas où aller. Et on pourrait bâtir une vie sur cette punchline, pourtant, elle est toute simple. Lorsqu'on est triste, peut-être qu'il suffit de trouver un moyen de transformer cette tristesse et de lui donner un chemin. Un chemin vers ce qui fait la matière première du monde, l'amour. C'est la raison d'être des artistes dont Malou est la porte-parole. Ils créent de l'art pour partager un peu de leurs émotions. Ils trouvent un chemin pour leur tristesse. Et je trouve ça vachement beau. Si vous vous sentez triste, les chéris, essayez de trouver un chemin à l'amour que vous avez en dedans de vous. On ne sait jamais. Peut-être que vous pourrez aller toucher le cœur de quelqu'un, quelque part. Et écoutez donc de la musique country, parce que c'est vachement bien la musique country. Cette émission est maintenant terminée. Pensez à vous lâcher sur les pouces. Abonnez-vous pour être averti des prochains épisodes de cette émission, parce qu'on a besoin de partage et de soutien pour propager de bonnes vibes dans le monde. Il y en a vraiment besoin. Restez chelou, courageux et imparfait. C'est comme ça que vous allez nous aider à changer le monde. Vous pouvez maintenant reprendre une activité anormale. À bientôt quelque part, mes poulets. Générique, Juliette, c'est à toi. Cette mélancolie en ami, la tristesse s'est installée. Vous avez l'âme grise et le cœur brisé, mais sachez qu'avec nos chroniques, vous pourrez transformer cette mélancolie. La tristesse s'est installée, mais vous avez le cœur tout ensoleillé. Grâce à nos contes éclectiques, vous avez su faire de cette mélancolie une amie. Oui, mais c'est pas possible pour moi. Coupage de micro chacun. On s'appelle demain. Plus tard. Oui, bisous. Ça va, Juliette, t'as fini? C'est bon? Non mais, c'est pas moi, c'est papa qui a appelé maman. Désolée, j'ai coupé. Non mais faut les ados, je te jure, en ce moment là. On est bon là? On peut les faire pipi. On est bon. Natacha, Debo, vous restez là, vous. C'est bon, tu peux couper l'enregistrement. Toutes les deux.